Hop là, bonjour tout le monde. Les colonies, c'est loin géographiquement, les colonies, c'est de l'histoire ancienne et pourtant, de la Palestine à la Kanaki, on se rend compte que c'est très contemporain comme histoire et que la place Beauvau, c'est pas si loin. Aujourd'hui, avec Hélène Salvi, la responsable du pôle politique de Mediapart, on va essayer de donner du sens et de permettre à tout le monde de comprendre, à celles et ceux qui ont raté quelques épisodes, pour qui la grotte d'Ouvéa, c'est un endroit où il y a des peintures rupestres ou qui s'y perdent un peu entre le FLNKS, le CCAT, les Kanaks, les Caldoches, les Oreilles, les non-indépendantistes ou les loyalistes, les accords de Matignon, l'accord de Nouméa en 98, les référendums de 2018, 2020, 2021, la révision constitutionnelle de 2024 ou encore la réforme du corps électoral. Bref, c'est le grand oral aujourd'hui. C'est parti, générique. Abonnez-vous. À vous qui regardez, abonnez-vous pour la première fois. Abonnez-vous, c'est l'émission Twitch de Mediapart qu'on fait à peu près tous les lundis. Bon, il y a les aqueducs du mois de mai qui ont fait qu'on a raté quelques émissions. Mais sinon, on se retrouve tous les lundis, donc en alternance avec moi et Anna. Cette chaîne n'est pas monétisée parce que Twitch appartient à Amazon. Amazon appartient à Jeff Bezos. Jeff Bezos a déjà beaucoup d'argent, donc on préfère ne pas monétiser cette chaîne. Mais par contre, si vous voulez soutenir un journal d'investigation indépendant qui ne vit que grâce à vos abonnements, il faut s'abonner. Donc abonnez-vous. Et vu qu'on est sympa, il y a une offre en dessous de cette vidéo. Et d'ailleurs, je peux même le mettre dans le chat directement. Un mois gratuit, sans renouvellement et sans obligation de mettre sa carte bleue. Je vous le mets tout de suite. Hop, hop. Normalement, ça marche. Ça marche. Très bien. Ce soir, on va parler de plein de choses. Hop, 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 j'ai tout dit. Peut-être avant de faire la revue de presse, comme chaque semaine, de ce qui s'est passé sur Mediapart cette semaine, est-ce que tu peux nous dire, pas te présenter, parce que tu as déjà fait plusieurs fois, tu as ton rond de serviette ici. Je m'appelle Hélène Salvi. Voilà, on te connaît bien. Okay. Mais moi, j'aimerais bien savoir ton lien avec la Nouvelle-Calédonie, puisque j'ai cru voir sur ton bureau le drapeau qui est derrière. Qu'est-ce qui fait que ce sujet t'intéresse particulièrement ? Ça m'intéresse particulièrement parce que c'est un des sujets que j'ai suivis sous le quinquennat précédent quand je couvrais l'exécutif, le pouvoir d'Emmanuel Macron, son premier mandat, son gouvernement, etc. Et il s'avère qu'on arrivait dans un moment un peu important parce qu'on arrivait à la fin du processus de décolonisation et de l'accord de Nouméa de 98 avec la tenue en 2018, donc un an après la première élection d'Emmanuel Macron, du premier référendum d'autodétermination. Et donc, j'avais eu la chance d'aller sur place à ce moment-là. Et c'est vrai qu'à titre personnel, c'est des questions qui m'ont beaucoup intéressée parce que c'est des questions qui sont liées à des sujets qui me sont chers personnellement, et notamment des questions d'autonomie, d'indépendance et de liberté des peuples à jouir d'eux-mêmes. Et en l'occurrence, ça rejoignait d'autres sujets que j'ai découverts à cette occasion-là, c'est-à-dire les questions coloniales et toutes les dérives qui pouvaient en découler. Donc c'est comme ça que je m'y suis intéressée. Et autre question qui m'a passionnée là-dedans, mais on y reviendra, c'est que moi j'ai une petite passion coupable pour les sujets institutionnels et juridiques, c'est-à-dire comment on construit institutionnellement notre société, quel cadre on lui donne, parfois justement quel chemin de traverse on peut lui accorder. C'est vachement le cas, beaucoup le cas en Nouvelle-Calédonie, et c'était hyper intéressant, donc j'ai continué à suivre ce chemin-là. Très bien, merci beaucoup. Je vous remercie. On peut terminer cette émission. Merci. Merci beaucoup, bonne soirée. Non, on va faire comme chaque semaine quelques articles qui sont parus dans Mediapart pour vous montrer un peu la diversité de ce qui est produit. Qu'y a-t-il sur Mediapart ?
Et normalement, si ça fonctionne, ça fonctionne. Donc évidemment, là pour l'instant, il y a donc l'article Arafat des frappes israéliennes sur un centre de déplacés. Donc comme d'habitude, et ça me permet de dire pourquoi ça existe, c'est une dépêche de l'agence France Presse qui permet d'avoir les actualités les plus chaudes rapidement, être réactif. Mais évidemment, les collègues sont en train de travailler dessus. L'information prend du temps et à Mediapart, on pense que c'est important de prendre le temps d'écrire. Donc ça, c'est en cours. Mais il y aura une super manchette ce soir sur le sujet. Exactement. Ensuite, donc, sur le même thème, Martine Orange écrivait le 20 mai, le procureur de la CPI requiert des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien et des responsables du Hamas. Le scénario catastrophe redouté par le pouvoir israélien est en passe de se concrétiser. Le procureur général de la Cour pénale internationale a requis des mandats d'arrêt internationaux contre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. 3 leaders du Hamas sont visés par les mêmes requêtes. Ensuite, un article de Joseph Confavreux qui était donc en Israël la semaine dernière. La sécession silencieuse des Palestiniens d'Israël. Entre la répression par les autorités, l'hostilité de la société et le carnage de Gaza, les Palestiniens d'Israël étouffent. Beaucoup se voient plus de perspectives dans l'état dont ils possèdent la citoyenneté. C'est vraiment un article passionnant et qui permet de comprendre aussi leur situation prise en étau. Ensuite, plusieurs articles sur des violences sexuelles cette semaine. Donc, violences sexuelles, 6 femmes témoignent contre Édouard Baird. Dans une enquête conjointe de Mediapart et de Chic, 6 femmes décrivent des faits de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle. Le comédien et animateur ne se reconnaît pas dans ces accusations et présente toutes ses excuses. Violence sexuelle toujours, révélation sur le rappeur L'Homme Pâle. Selon nos informations, une 3e plainte pour viol a été déposée mardi pour des faits qui auraient eu lieu en 2017. Mediapart a recueilli le témoignage de cette jeune femme ainsi que celui d'une autre plaignante qui s'exprime pour la première fois. Le chanteur affirme ne pas avoir commis de viol. C'est un article de Sarah Brett qui est paru le 21 mai 2024. Ensuite, Louvre, Champs-Élysées, Pont-Neuf, comment l'homme le plus riche du monde s'est offert Paris. Bernard Arnault a fait main basse sur la capitale. Au-delà des quelques 200 adresses LVMH comptabilisées par Mediapart dans la ville, la multinationale s'octroie à peu de frais des lieux symboliques avec l'approbation de la mairie, premier volet de notre enquête sur une razzia. Et puisque qui de mieux que Khadija Zawali pour en parler, je vais vous montrer la petite vidéo, teaser de cette série d'articles, parce que ça vaut son pesant de cacahuètes, comme disent les jeunes. Ils disent ça, les jeunes ? Non, ils disent pas ça. C'est moi qui le dis. Okay. Salut tout le monde, c'est Khadija de Mediapart, j'espère que vous allez bien. On a décidé de mettre des paillettes dans votre vie et de vous amener dans le Paris du saint patron de LVMH, Bernard Arnault. J'ai pris mes notes parce que je dois vous rappeler que LVMH c'est Dior et Louis Vuitton, mais aussi Reposy. Alors à Mediapart, on a compté entre les boutiques, les hôtels et les musées. Le groupe est présent dans plus de 200 adresses à Paris. Et c'est sans compter tous les lieux où il s'incruste, comme le Louvre, Versailles ou encore le Pont-Neuf sur lequel on se trouve. Ça s'appelle le Pont-Neuf, mais c'est le plus vieux pont de Paris. Et le 20 juin dernier, le groupe LVMH l'a privatisé tout entier pour faire un défilé Louis Vuitton. Bon, nous on n'était pas invités, mais je peux vous dire, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Carrelage Louis Vuitton sur tout le pont, des invités de marque du type Beyoncé ou Rihanna, et ils ont bloqué le pont, ça a créé des méga embouteillages, mais bon. Surtout, ils n'ont payé que 184 000 €. Mais ceux qui ne devaient pas être contents, c'était les agents de la mairie de Paris qui avaient rendu un avis négatif pour le projet. Bon, ça n'a pas empêché la maire de venir au défilé. On est au bout du Pont-Neuf et là encore, c'est LVMH partout. Le Cheval Blanc, hôtel de luxe à plusieurs milliers d'euros la nuit. Juste à côté, la Samaritaine, grand magasin de LVMH, le Café Cova et enfin, le siège de Louis Vuitton. Mais la place au milieu, au moins, c'est pas eux. C'est public et c'est à la mairie. Enfin, je dis ça, mais ils sont quand même très à l'aise. En 2023, ils ont installé là une grande statue. Ils ont dit, voilà, c'est beau, c'est pour décorer la ville, etc. Mais dans sa main, un sac Louis Vuitton. Et bam, de la pub à l'œil. Il n'y a pas de petites économies. Bon, sur ce, je vous laisse. Allez lire notre enquête sur la prise de Paris par LVMH. D'ici là, moi, je vais faire des petites emplettes. Bisous, abonnez-vous. Hop là, et comme vous le voyez, on a été rejoints. Salut Edoui. Bonjour, salut. Non, c'était juste pour vous dire combien ce dont vous allez parler avec Hélène, qui est formidable et qui connaît ça très bien et qui le ressent très bien, est au cœur vraiment de ce qu'est Mediapart.
C'est quand même pas un hasard si celle qui est directrice de Mediapart aujourd'hui, Karine Fouteau, a fait des très longs reportages en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, si Hélène Salvi, qui anime le pôle politique, l'a fait, si Joseph Confavreux, qui est au pôle culturel, l'a fait, et ainsi de suite. C'est vraiment notre histoire. Nous sommes un journal anticolonial, profondément anticolonial, parce que c'est le poison par lequel se glisse le racisme, la hiérarchie des humanités, l'indifférence à l'autre. Et plus que jamais, Mediapart se distingue dans les médias grâce au travail collectif de l'équipe sur ce sujet-là. J'ajoute, et peut-être qu'il vous montrera, le camarade Tariq, que j'ai fait un petit billet de blog en accès libre la semaine dernière pour montrer que tout ça est aussi une vieille histoire qui est au cœur de la démarche des fondateurs de Mediapart, car c'est une histoire qu'on a vécue aussi. Voilà, je vous embrasse toutes et tous et continuez bien. Merci beaucoup. Merci, Edoui. La meilleure. Voilà, elle me congédie. Pas du tout. Merci beaucoup d'être passé. Merci, Edoui. Et donc, on reprend sur le pesant de cacahuètes. Non, on reprend sur la revue. Sur ton âge, peut-être. Tu veux que... Mais pourquoi ? Mais pourquoi n'était-ce pas ton anniversaire samedi ? Joyeux anniversaire, Tariq. Oh, merci, Hélène. Je sais que je peux compter sur toi. Ah, c'est mon jour préféré pour tout le monde. Mais oui. Et le 26 avril, c'est elle. Le 25 mai, c'est moi, comme quoi. Hein. Hop, on reprend. Sans Khadija. La suite. Bonne année, merci. Là, on voit les gens qui viennent de Bruxelles et qui viennent de Belgique parce que bonne annif avec un F, c'est vraiment les Belges qui font ça. Ah bon ? Ouais. Mais Terence, il est au taquet. Hein. Ouais, c'est le meilleur d'entre nous. Hein. Ok. Dans le chat, il faut se battre pour prendre sa place. Voilà. Donc je reprends. En meeting, l'insoumise Manon Aubry tente de mobiliser les abstentionnistes. Un article de Mathieu Dejean qui est sorti le 25 mai, le jour de mon anniversaire. Je vais le répéter très très souvent. En laissant en partie... Tu veux dire un mois moins un jour En laissant en partie la tribune de son meeting à des luttes sociales et à la jeunesse, la tête de liste de la France Insoumise, accompagnée de Jean-Luc Mélenchon, poursuit sa mobilisation d'un électorat habituellement abstentionniste aux élections européennes. Et elle était d'ailleurs l'invitée de Mediapart vendredi, il me semble, comme le seront plusieurs candidats. Et je vais le faire déjà maintenant, mais je le redirai après. Demain, ce sera Valérie Hayé de La République En Marche. Non, Renaissance, on dit maintenant. Ah bon, voilà, merci. C'est pour ça que j'ai invité la chef du pôle politique pour me corriger. Jeudi, ce sera Marie Toussaint pour les Verts, les écolos, LV, je ne sais plus. Et vendredi, Léon Desfontaines pour le PCF. Voilà, c'est dit. Le Parti communiste français. Exactement. Donc toujours Mathieu Dejean, le lendemain, européenne à Grenoble, les écologistes redoutent le coup d'une campagne solitaire. Dans cette ville où l'Union de la gauche vit encore, les effets de la campagne autonome des Verts est redouté. Une contre-performance pourrait se payer sur la longueur jusqu'au municipal de 2026. Ah, plus de Glucksmann. Attends, on a une question parce que je vais quand même y répondre. Tu veux dire ? Bah vas-y, dis. Alors nous avions invité Raphaël Glucksmann qui nous avait fixé une date et qui nous a, comme qui dirait, décommandé à la dernière minute. Nous avons insisté, demandé d'autres créneaux et nous n'en avons malheureusement pas obtenu. Il n'y a pas le temps. Donc ensuite, l'article de Sébastien Bourdon, donc, qui est journaliste indépendant et qui pige pour Mediapart. L'armée française entraîne des néo-nazis ukrainiens au combat. Plusieurs occidentaux forment des militaires ukrainiens au maniement des armes. Un groupe venu en France, à la fin de l'année 2023, comptait dans ses rangs d'authentiques néo-nazis. Une donnée que l'armée française ne pouvait pas ignorer. L'un portait le symbole de la SS tatoué sur le visage. Ensuite, Gabriel Attal ferme les yeux sur les agissements de la ministre Prisca Thévenoud. C'est un article d'Antoine Rouget, de Yuen Tanguy et de Hélène Salvi. Les services du Premier ministre n'ont pas donné suite aux alertes, y compris écrites, concernant le management brutal de la porte-parole du gouvernement. Prisca Thévenoud est notamment accusée d'avoir qualifié de pute 2 de ses collaboratrices. Tu dis un mot, vu que tu as bossé dessus ? Après, on n'y revient pas ? Non, pas particulièrement. En fait, c'est très étonnant cette histoire-là parce qu'il y a eu pas mal d'articles qui ont paru dans la presse ces dernières semaines parce qu'elle a quand même un cabinet qui s'est vidé dans sa quasi-totalité puisqu'elle a
Elle a eu une vague de départ de 7 collaborateurs et collaboratrices, dont son directeur de cabinet, sa chef de cabinet, enfin bon, beaucoup de gens. Et il y avait des papiers un peu impressionnistes où visiblement des éléments de langage ont été pas mal distillés de la part du gouvernement pour dire que c'était une cabale contre elle, etc. Et donc nous, on a publié ce week-end le fait qu'il y avait eu des signalements écrits et qui sont très clairs, adressés à Matignon, qui n'a jamais donné de réponse, alors qu'on est sur des cas qui parlent effectivement d'anxiété, de souffrance au travail et d'insultes. Il y a le mot pute qui a été dit, mais c'est... je ne sais plus exactement, mais il y a toute une liste à un moment sur ignorant, con, ferme-la, enfin une ambiance de travail pour le moins surprenante, et aucune réaction au gouvernement qui a pourtant fait du harcèlement moral et de la souffrance au travail, évidemment, une de ses priorités. Ouais. Ensuite, assurance chômage, autre joyeuseté, le grand jeu de massacre. Gabriel Attal, toujours, a dévoilé les mesures de la nouvelle réforme de l'assurance chômage qui entrera en vigueur le 1er décembre 2024. Les conditions pour ouvrir des droits sont encore durcies. La durée d'indemnisation à nouveau raccourcie et les seniors âgés de 53 à 57 ans perdront leurs avantages. C'est un article d'utilité publique de Cécile Hautefeuille du pôle social de Mediapart. Ensuite, comment notre monde... On entend mal Tariq. Je remonte un peu, non? Ah non, j'espère que c'est pas les mêmes... Il y a souvent des petits bugs, mais normalement là, ça devrait aller. Vous me dites si vous m'entendez mieux. Est-ce que ça va dans le chat? Est-ce que vous m'entendez? Ça marche, super, merci beaucoup. Cette fois-ci, je l'ai vu assez rapidement. La dernière fois, ça a mis 20 minutes où les gens ne m'entendaient pas. C'était quand même un peu dommage. Ah mince. Ouais. C'était juste avant ton anniversaire. En plus, ça l'histoire. Et donc, comme souvent, je finis avec un article qui change. Qui donne un peu d'air dans cette période suffocante. Celui-là, c'est comment notre monde est devenu sonore. Notre planète a longtemps été silencieuse. Depuis que la communication acoustique a émergé, elle a profondément modifié les relations entre les êtres vivants. La découverte récente de fossiles permet d'imaginer le son du monde il y a plusieurs centaines de millions d'années. Voilà, moi j'aime bien les petits pas de côté pour terminer ces revues de presse. Et on va repasser à la question sur laquelle on va se concentrer cette semaine, aujourd'hui quoi. Et c'est la question de la Nouvelle-Calédonie. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer Nouvelle-Calédonie, Kanaki, c'est écrit Nouvelle-Calédonie. Oui. Pourquoi on dit pas Kanaki? Est-ce qu'il y a des choix qui ont été faits? Je crois que dans la presse, tout le monde met Nouvelle-Calédonie. Oui. C'est quoi la différence entre les deux? Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus? En fait, on dit, en règle générale, les indépendantistes disent Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Kanaki étant le nom indépendantiste, Nouvelle-Calédonie étant le nom idoine depuis la colonisation il y a maintenant 153 ans, je crois. Et nous, on écrit Nouvelle-Calédonie. Mais ça dépend, en fait. Dans les corps des papiers, parfois, on écrit Kanaki. Mais de façon générique, on écrit Nouvelle-Calédonie parce que c'est quand même le plus compréhensible pour tout le monde. Mais par contre, on a eu tout un débat hyper intéressant et vous aurez bientôt un billet de blog du service central et correction du journal sur l'écriture du mot Kanak. Parce qu'au début, on a toujours écrit Kanak de façon invariable. Et puis, le fait est que la pratique a évolué dans le Robert. Donc, au début, on a mis de l'inclusif sur le mot Kanak, mais en fait, le fait de l'écrire de façon invariable est un acte politique en soi. Donc, on est revenu à l'écriture. Voilà, il y a tout. En fait, il s'avère que les Kanaks, ce sont un peuple de paroles où les mots comptent énormément. Et donc il y a toute une subtilité du champ lexical qui est hyper intéressante et qui fait partie des questions de colonisation. Est-ce que, déjà, comme d'habitude, je l'ai dit, c'est à vous de poser les questions dans le chat, etc. Donc n'hésitez pas à y aller. Mais est-ce que tu peux nous faire un état des lieux de qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pourquoi il y a cette révolte? Pourquoi il y a la révolte? Alors, donc, en fait, fin 2021, Emmanuel Macron a imposé aux indépendantistes le 3e et dernier référendum d'autodétermination qui était prévu par l'accord de Nouméa. Pourquoi il l'a imposé? Parce que il a convoqué en fait ce 3e scrutin dans un moment où les Kanaks étaient en deuil.
et ne pouvaient pas décemment faire campagne parce qu'on était en pleine pandémie sanitaire et les Kanaks ont été énormément victimes et touchés par la pandémie sanitaire. Il s'avère que dans la culture kanak, le deuil est très important, très long, que ça prend du temps. Souvent, c'est des périodes de deuil de 1 an, donc c'est énormément de temps, et qu'ils ne pouvaient décemment pas faire une campagne politique dans ce moment-là. Malgré tous les appels, notamment du Sénat coutumier, qui est une instance très importante en Nouvelle-Calédonie, le président de la République a maintenu cette date, et du coup, ça a donné une abstention forte. Je crois plus de 50%, donc un peu logiquement, puisque beaucoup de Kanaks et d'indépendantistes ne sont pas allés voter à ce scrutin, contrairement aux 2 précédents, où il y avait eu beaucoup de participation. Pourquoi je parle de ce moment qui remonte un peu à longtemps, en décembre 2021 ? Parce que c'est un moment clé, en fait, qui a rompu la confiance entre les partenaires de Nouvelle-Calédonie, en l'occurrence l'État français, et les partenaires loyalistes et indépendantistes. Et à partir de ce moment-là, Emmanuel Macron n'a fait que remettre en cause un principe cardinal de l'accord des accords de Matignon et de l'accord de Nouméa, qui est l'impartialité de l'État. Il a nommé au gouvernement une ministre loyaliste, Sonia Backès, qui est une figure de la droite plutôt dure de l'archipel et qui est la présidente de la province sud, et puis toute une série d'événements dont, si vous voulez, on reviendra là-dessus. Du coup, ça a rompu le dialogue qui était en cours depuis des décennies entre les loyalistes, les indépendantistes et l'État. Ils n'ont pas réussi à se remettre autour de la table, concrètement, pour parler de l'après-accord de Nouméa et trouver un accord global, ce qu'on appelle un accord global pour la suite. Comment on procédait dans le processus de décolonisation. Voyant qu'ils n'arrivaient pas à se remettre autour de la table, l'État français a décidé de faire un petit coup de jarnac, si je puis me permettre, en tout cas de mettre la pression sur les indépendantistes, comme disent les jeunes, en imposant une réforme constitutionnelle qui est celle du dégel du corps électoral en vue d'une élection qui s'appelle les provinciales, qui doit avoir lieu en décembre 2024. Et le dégel du corps électoral, c'est une question vraiment très importante pour les indépendantistes et pour la Nouvelle-Calédonie de façon générale, parce que en fait, c'est quelque chose qui a été décidé pour justement permettre qu'il n'y ait pas, que la colonisation, c'est-à-dire le peuple récent, le peuplement récent ne prenne pas le pas sur le peuple premier qui est les Kanaks. Donc ça faisait partie du processus. Les indépendantistes disaient qu'ils n'étaient pas contre le dégel du corps électoral, mais qu'ils souhaitaient avoir une analyse fine en fait, de ses conséquences sur l'avenir pour pas que le déséquilibre entre les Kanaks et les Européens soit trop fort et donc qu'ils y perdent dans le processus de décolonisation. Et aussi, ils souhaitaient que cet accord-là s'inscrive dans un accord global. Or, l'exécutif français a décidé de prendre cette question du corps électoral et de l'imposer malgré tout. Ce qui devait arriver arriva, et pourtant il y a eu de nombreuses alertes, y compris dans le camp macroniste, parce qu'on y reviendra, mais la Nouvelle-Calédonie, c'est vraiment quelque chose qui dépasse les clivages tels qu'on les connaît en métropole, quoi. La droite, la gauche, ça va vraiment au-delà de ça. Donc il y a eu énormément d'alertes. Ils ont quand même voulu passer en force et tordre le bras aux indépendantistes. Est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire que les gens ne sont pas contents. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi et s'étonner ensuite des résultats. Très bien. Il y a une question de Terence qui dit quelle a été l'éventuelle réaction de l'ONU concernant d'une part le projet de réforme du corps électoral et d'autre part ce qui se passe actuellement en Nouvelle-Calédonie Kanaki. Alors c'est une bonne question parce qu'en fait ce qui est intéressant c'est que la Nouvelle-Calédonie fait partie des derniers territoires inscrits sur la liste des territoires à décoloniser de l'ONU. Donc c'est un dossier qui est énormément suivi par les Nations Unies, qui avait aussi pendant les référendums envoyé des missions pour voir si tout se passait bien, etc. À ma connaissance, il n'y a pas eu de réaction officielle là, aujourd'hui. Il y a fort à parier qu'il y en aura parce que le pouvoir français en fait, est auditionné régulièrement par l'ONU sur cette question-là pour savoir si le processus de décolonisation va dans le bon sens. Bon là, clairement, c'est pas le cas.
Donc, il y a fort à parier qu'il va y avoir non seulement une réaction, mais aussi des observateurs qui seront prochainement envoyés dans l'archipel. Et du coup, je vais poser des questions un peu débiles, c'est mon rôle. Mais c'est quoi la différence entre la Nouvelle-Calédonie et, je sais pas, la Martinique, la Guadeloupe Alors, la différence, c'est qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a eu un engagement de la France. C'est-à-dire que c'est un territoire qui est reconnu par la France comme un territoire colonisé. C'est-à-dire que les Français sont arrivés, enfin les Européens sont arrivés, il y a, je ne sais plus exactement quand, mais il y a 150 et quelques années, sur un territoire où il y avait un peuple. Ils l'ont colonisé. Et en 1988, ils ont reconnu cette colonisation. Donc, il y a un engagement de la France, formel, à dire « nous avons colonisé un territoire, il y a un peuple sur ce territoire qui est le peuple kanak, c'est leur terre, et nous allons les conduire vers ce qui est écrit dans l'accord de Nouméa, la voie de la décolonisation, la voie de la pleine souveraineté. » En fait. Donc, c'est ça un peu en ce moment qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est qu'on n'est pas sur un territoire d'outre-mer comme un autre ou, comme le laisserait penser Emmanuel Macron, dans une région française comme une autre. C'est pas du tout ça. On est dans un territoire colonisé, reconnu comme tel par la France, qui s'est engagé à rendre ce territoire à long terme à rendre à ce territoire sa pleine souveraineté. Je veux dire, il n'y a pas 40 000 chemins de traverse. Ouais, on a vu d'ailleurs dans les médias pas mal de... on parlait des touristes, par exemple. Ils disaient des touristes français sont en train d'être évacués de cet endroit-là, ce qui prouve un peu le malaise pour discuter de ces questions, quoi. Non, et en plus, il y a quelque chose de très frappant. Moi, je ne suis jamais allée en Martinique ou en Guadeloupe et tout ça. Par contre, je suis allée en Nouvelle-Calédonie et je trouve qu'il y a quelque chose de très frappant là-bas sur le fait, ça n'est que mon point de vue, mais qu'on est face à une culture océanienne qui n'a pas grand rapport avec la culture occidentale et qu'on... Enfin, c'est difficile, en fait, quand on se promène dans l'archipel, de se dire qu'on est en France, concrètement. Ouais. Salut aux gens qui nous rejoignent. Bienvenue. Là, il y a une question de Gizmouz qui demande pourquoi y a-t-il eu 3 référendums ? Qu'est-ce qui a changé entre les différents référendums pour qu'on en fasse à nouveau ? Est-ce que c'était prévu à l'avance qu'il y en ait 3 ? Et quelles étaient les 3 questions, quoi ? Alors, les 3 questions, c'était des 3 questions binaires, oui ou non pour l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi il y a eu 3 référendums ? Parce que c'était prévu comme tel dans le processus, parce qu'en fait, l'accord de Nouméa, c'est quelque chose de très large dans le cadre du processus de décolonisation. Il y a des questions de rééquilibrage, c'est-à-dire refaire des équilibres, quoi, qui n'ont pas trop fonctionné, parce qu'on le voit, et d'ailleurs Emmanuel Macron lui-même l'a reconnu, les inégalités sociales sont encore immenses en Nouvelle-Calédonie, voire elles se sont accrues. Il y avait 3 référendums, en fait, parce que ça suivait un processus. On savait très bien qu'un référendum ne suffirait pas pour l'expression pleine et entière du pays. Donc, on en a fait un 2e, pour être bien sûr, et un 3e qui a été un fiasco, comme je vous l'ai dit, en préambule. Ouais, juste avant, il y a plein de questions super intéressantes et je vous remercie. Juste tout à l'heure, tu as parlé des loyalistes. Pourquoi on utilise ce terme et ça représente qui ? Les loyalistes, en fait, c'est la façon dont on désigne les personnes qui sont non-indépendantistes. Donc, c'est vraiment un terme politique entre les indépendantistes et les non-indépendantistes. On dit loyaliste, je ne sais pas exactement la racine du mot, mais loyaliste dans le sens, j'imagine, loyaliste, loyal, quoi, attaché au maintien de la Nouvelle-Calédonie en France. Très bien, merci. Alors Sarion 8 dit « Les indépendantistes font également la différence entre les populations blanches qui sont arrivées dans le cadre de la déportation pénale et ceux qui sont arrivés volontairement pour des raisons économiques. » Ouais, parce qu'il y a une histoire quand même de cette île. Ils sont les communards. Bien sûr. Tu racontes un peu en fait, il y a eu il y a eu un peuplement de colonisation et il y a eu aussi énormément de bagnards, de communards qui ont été envoyés en Nouvelle-Calédonie il y a fort longtemps. Et les Kanaks ont coutume de dire que la Kanaki a toujours accueilli en fait des populations. C'est pas le problème en fait, parce que en ce moment, en plus dans notre débat public un peu crispé, étendu sur lui-même qu'on a en France, on a l'impression que c'est... et d'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même en a parlé, mais on y reviendra tout à l'heure.
Enfin, il mélange tous les sujets sur le grand remplacement, l'immigration et tout, mais c'est pas le sujet en fait. C'est des personnes qui sont sur un territoire qui n'ont aucun problème à accueillir de nouvelles personnes. Ce qu'elles veulent c'est être remplacées par ces personnes, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Mais ils ont accueilli, effectivement, il y a toute une histoire de gens qui ont été en Nouvelle-Calédonie ou envoyés en Nouvelle-Calédonie et qui ont été parfaitement accueillis par les Kanaks. Donc on revient, Matt Platipus nous demande pourquoi la question de la Kanaki est si clivante même au sein du camp macroniste. Quelles sont les positions ? Je suis pas sûre qu'elle soit clivante au sein du camp macroniste. Je pense simplement qu'il y a des personnes qui se sont intéressées sincèrement à ce sujet, qui ont mis les mains dans le cambouis, quoi, qui sont allés regarder sa complexité, sa fragilité, et aussi c'est comment dire, c'est un peu ces mystères, quoi. C'est-à-dire, on accepte en Nouvelle-Calédonie, et la France a accepté en Nouvelle-Calédonie des dérogations qu'elle n'aurait acceptées nulle part ailleurs, parce qu'elle a reconnu que c'était une culture, elle a reconnu quand même qu'au sein d'un territoire de la République française, il y avait 2 peuples. Rien que ça, dans la Constitution, c'est étonnant. Parce que dans la Constitution, on dit il y a une langue française, un peuple français, voilà. Bon, là, c'est pas le cas en Nouvelle-Calédonie. Donc, il y a plein de personnes qui ont compris ce sujet et qui l'ont pris à bras-le-corps et qui s'y sont vraiment intéressés. Et je peux tout à fait les comprendre, parce que si on met un doigt dans la Nouvelle-Calédonie, on n'en sort plus du tout, tellement c'est passionnant. Et derrière, il y a des gens qui, pour des raisons politiques, et je pense que c'est le cas aujourd'hui de ce pouvoir, refusent, ou en tout cas font mine de refuser que la France a encore un sujet colonial, qu'elle a encore un territoire qui est inscrit sur la liste de l'ONU des territoires à décoloniser, et qui ne veulent pas en entendre parler. Et quand on voit, par exemple, la conférence de presse qu'a donnée Emmanuel Macron depuis Nouméa, quand il a fait son voyage éclair la semaine dernière, c'est très parlant à ce titre, parce qu'il cite le préambule de l'accord de Nouméa, et il dit on ne part pas d'une page blanche, il s'est passé des choses ici, la reconnaissance du peuple kanak, c'est vrai, la nécessité de construire un destin commun, c'est vrai, et il dit les ombres et les lumières, et après il passe à autre chose. Mais je veux dire, il faut relire l'accord de Nouméa. C'est pas les ombres et les lumières, genre il y a un petit clair-soleil, clair-obscur. Je veux dire, c'est les ombres et les lumières de la colonisation. Et c'est un mot qu'il n'a jamais prononcé en 18 heures de présence sur le territoire. Et à partir de là, il y a un aveuglement qui, à mon avis, est un aveuglement pensé. Et pas impensé, comme on le dit souvent, qui est assez clair. Ouais, mais d'ailleurs, justement, je pense sur la question de la colonisation et de la décolonisation, il y a quand même un changement de braquet, même si, entre le Macron avant 2017, qui s'exprimait plutôt contre la colonisation, qui disait que c'était un crime contre l'humanité. Ouais. Et aujourd'hui, on voit bien que dans cette situation, c'est pas tout à fait le même discours. Est-ce que ça tu analyses? Je sais que Ilyas Ramdani a écrit un papier là-dessus, oui. De Nouméa. Attends, d'ailleurs, je vais vous montrer. Hop, on en profite. De Nouméa à Nouméa comme à Nanterre, le gouvernement face à ces vieux démons coloniaux. La réponse apportée par le gouvernement aux émeutes en Nouvelle-Calédonie ressemble à s'y méprendre à celle de l'été 2023 lors des révoltes urbaines. Entre répression et dépolitisation des jeunes, le pouvoir recycle de vieilles méthodes dont la filiation coloniale fait peu de doute. Est-ce que tu peux dire un peu le lien entre la Macronie et la colonisation en fait, c'est très... comment dire ? Je pense que c'est difficile de plaquer quelque chose une espèce de doctrine ou quelque chose de sincère. Je m'explique. Par exemple, sur l'Algérie, quoi qu'on en dise, Emmanuel Macron a fait des choses qui n'avaient jamais été faites avant. Maurice Audin, la reconnaissance du 17 octobre, même s'il n'est pas allé assez loin, etc., et qu'il a reconnu non pas la responsabilité de l'État tout entier, mais de un préfet, on ne savait pas trop lequel. Donc il y a eu un travail, par exemple, autour de l'Algérie qui a été fait sous le quinquennat précédent, et ça, on peut le mettre quand même à son crédit, je pense, aidé par très très bien conseillé et aidé par plein de monde. À contrario, en Nouvelle-Calédonie, la colonisation n'existe pas, c'est un territoire français, et circuler, il n'y a rien à voir. Pour moi, ça dit quelque chose de très profond en fait d'Emmanuel Macron qu'on documente depuis 7 ans, c'est-à-dire le manque de colonne vertébrale. Surtout, c'est-à-dire qu'il dit
il dit quelque chose sur un sujet, et puis le lendemain, il est capable de dire tout à fait autre chose. C'est-à-dire tout ça est vraiment absolument vide et vide de sens. Donc, pour moi, ça montre plus ça. J'en discutais tout à l'heure avec Joseph Confavreux, notre collègue, c'est vrai que c'est difficile même de tirer une analyse de quel est le rapport d'Emmanuel Macron à la colonisation. Je pense que le rapport d'Emmanuel Macron à la colonisation est absolument le même qu'à tous les autres sujets, c'est-à-dire distendu et distendable. Trop bien. Là, j'ai quelques questions qui sont vachement intéressantes, mais il y en a une qui va avec ce que je voulais dire. Donc, pouvez-vous nous indiquer pourquoi Gérald Darmanin a voulu s'impliquer sur ce dossier et les conséquences qu'a eu sa méthode? Donc là, on sait que c'est donc Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui s'en occupe et des Outre-mer, alors qu'avant, c'était plutôt le Premier ministre qui était en charge de ça, c'est ça? En fait, historiquement, c'était Matignon qui s'occupait du dossier Nouvelle-Calédonie, parce que c'est Michel Rocard en 88 qui avait permis l'accord de Matignon et de Oudinot. Et ensuite, c'est tous les premiers ministres, et vraiment, quelles que soient leurs obédiences politiques, si je puis me permettre cette expression, se sont emparés du sujet jusqu'à l'arrivée en 2020 de Jean Castex, qui s'en foutait. Donc, le dossier a échoué au ministère des Outre-mer, qui a vivoté un peu dessus pendant un moment. Et ensuite, Gérald Darmanin, reprenant dans son portefeuille le champ des Outre-mer, s'est emparé du dossier avec le succès qu'on lui connaît donc aujourd'hui. Et du coup, pour continuer sur cette question, donc avant il y a eu Édouard Philippe, je me rappelle plus de son prénom, Ayrault, Jean-Marc Ayrault, désolé. Manuel Valls, etc. Pensons qu'entre nous-mêmes, Manuel Valls qui a plutôt travaillé sur le sujet. C'était ma question. Vu que toi tu suis un peu ce sujet depuis longtemps, comment ça s'est passé en fait, c'est vraiment Jean Castex, la rupture? Le dernier Premier ministre à s'être vraiment intéressé au sujet, avoir mis les mains dans le cambouis, avoir reçu les délégations à Paris, à s'être déplacé à plusieurs reprises à Nouméa, c'est Édouard Philippe. Jean Castex a vraiment tout à fait lâché le sujet, et c'est le cas aujourd'hui encore de Gabriel Attal. On a eu un rendez-vous il n'y a pas si longtemps avec Ilyes Ramdani pour voir son entourage, et j'ai interrogé et sur la Corse et sur la Nouvelle-Calédonie, aka mes passions, et c'était bien avant tout ça, et on m'avait dit non, surtout pas, ça c'est un sujet bovo. Donc c'était assez clair. Ok, on reprend les questions d'avant. Quelle influence parviennent à exercer Nicolas Metzdorf? Merci. Député de la 2e circonscription de Nouvelle-Calédonie depuis 2022 et rapporteur du projet de loi portant la réforme du corps électoral en Nouvelle-Calédonie, et Sonia Backès, dont tu as déjà parlé, présidente de l'Assemblée de province Sud et ancienne secrétaire d'État chargée à la citoyenneté de juillet 2022 à octobre 2023 sur Matignon et l'Élysée. Terence, on sent un souci du détail. Il a préparé ses questions depuis une semaine, ou deux même. Sonia Backès, on l'imagine bien. Il faut imaginer quand même que cette loyaliste, donc figure des loyalistes en Nouvelle-Calédonie, a été nommée au gouvernement, non seulement au gouvernement, mais auprès de Gérald Darmanin. Elle était secrétaire d'État en charge de la citoyenneté. La citoyenneté étant vraiment un des mots les plus importants de l'accord de Nouméa. Donc déjà, ça teintait un peu la discussion. Et évidemment, elle a une influence, comme toute ancien membre du gouvernement au sein de Macron, quoi. C'est un soutien, elle a été ministre, voilà. Quant à Nicolas Metzdorf, c'est très intéressant parce qu'en fait, il a été nommé donc, pour être rapporteur du texte sur le dégel du corps électoral, et ça ne s'est strictement jamais fait. C'est-à-dire que ça a été déconseillé à tout le monde de nommer un Calédonien. En fait, on n'a jamais nommé en rapporteur de texte un Calédonien qui soit loyaliste ou indépendantiste. C'est jamais un Calédonien qui s'est occupé de ça. Par exemple, sur la loi de je ne sais plus quelle année, c'était René Dosière, un député socialiste, qui avait été rapporteur du statut de la Nouvelle-Calédonie. En fait, c'est toujours des personnes un peu qui s'intéressent au dossier, bien sûr, mais qui ne sont pas pieds et mains liés à ce sujet-là. Et là, ils ont nommé, contre l'avis de beaucoup de gens, y compris dans l'appareil d'État, ils ont nommé Nicolas Metzdorf, on ne sait pas pourquoi. Et sincèrement, il fallait suivre les débats à l'Assemblée nationale sur la question du dégel du corps électoral pour comprendre pourquoi c'était une mauvaise idée. Parce qu'il y avait c'était tellement chargé émotionnellement, et c'était tellement partial en fait comme lecture de la situation que ça pouvait pas donner un débat public, en tout cas un débat dans l'hémicycle de bonne tenue, et ça ne l'était vraiment pas.
Ouais. Alors là, on va passer. Donc là, il y a une question de Olish 4. Est-ce que les meurtriers des jeunes Kanaks tués sur des barrages loyalistes sont poursuivis? Et du coup, nous raconter, là, il y a eu plusieurs morts. Il y a eu 7 morts. 7. Dont 2 gendarmes. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'on sait des situations, etc. Il y a eu l'article sur Djibril Ouais. dans Mediapart que je vais montrer en même temps. Mais est-ce que tu peux nous faire un petit peu... Donc, ce qu'on sait des victimes à ce jour, en tout cas des victimes officialisées et dont les identités ont été données, c'est qu'il y a eu un Européen qui est mort, 2 gendarmes qui sont morts, dont un d'un accident entre gendarmes, si j'ai bien compris. Et donc 4 personnes qui ont été tuées, dont 3 jeunes Kanaks au début, dont Djibril, sur lesquels Bérénice, Zéna et Pascal ont effectivement mené une enquête. C'est des jeunes personnes qui ont été tuées. Il y a une jeune fille de 17 ans, Djibril qui a 19 ans, et un autre homme dont voilà, et un homme de 36 ans. Voilà. Et là, vendredi, juste après le départ d'Emmanuel Macron de Nouvelle-Calédonie, il y a une 7e personne qui a été tuée par un policier qui n'était pas en service, selon le procureur de Nouméa. Donc il y a eu beaucoup de victimes. Pourquoi il y a eu beaucoup de victimes? Parce qu'en fait, il y a eu, dès le début de la colère... En fait, ce qui s'est passé, c'est que les dernières semaines, avant que le vote n'arrive à l'Assemblée nationale, il y avait eu des grandes manifestations à Nouméa, comme on avait rarement vu depuis des années, même jamais vu, des grandes manifestations d'indépendantistes et des grandes manifestations de loyalistes. Donc on était dans un cadre de manifestation lambda, si je puis me permettre. Et évidemment, rien n'a été entendu. Donc les choses se sont mutées en révolte. Le problème, c'est qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a énormément d'armes qui circulent. Ouais. Et que tout de suite, en fait, ça a vrillé. Et moi, j'ai discuté avec quelqu'un. J'étais très étonnée, même à titre personnel, de voir la violence. C'est-à-dire vraiment, c'est-à-dire qu'il y ait des révoltes, etc. Mais je veux dire que les gens, ils commencent dès le premier soir à tirer à balles réelles, me semblait vraiment une éruption très forte et très importante qui, moi, m'a étonnée. Et en fait, j'en ai discuté avec des gens sur place et des gens qui connaissent très bien le dossier qui m'ont dit mais c'est pas si étonnant parce que ça fait des années qu'ils se préparent à la guerre. Donc en fait, oui, c'est ça. dès que ça arrive, ils sont prêts, quoi. Et on dit il y a des armes qui circulent, mais pas partout. C'est principalement les colons. Les Européens. Les Européens. Ouais. Bah oui, globalement. Après, les jeunes, il y a eu des, comment dire, des je sais pas, comme d'hab, quoi. Enfin, je veux dire, vraiment, on découvre la poudre. Les gens qui pensent, voilà, il y a des cocktails, Molotov, des trucs comme d'habitude. Je fais encore des sauts dans les questions, mais pour essayer de pas faire trop d'aller-retour. Ouais. Pourquoi considère-t-on que le gendarme mort accidentel fait partie des victimes des émeutes? Je pense qu'on ne considère pas qu'il fait partie des victimes des émeutes. On considère qu'il y a eu 7 morts depuis le début des révoltes. Alors, je remonte un peu. En attendant, je vous montre quand même l'article dont on parlait et je vous en lis un petit extrait. Donc, Mediapart a retrouvé les proches de l'étudiant kanak de 19 ans tué par balle à Nouméa le 15 mai. Son cousin, présent pendant le drame, raconte que Djibril a été la cible d'un civil armé alors qu'il ne représentait aucun danger. L'auteur présumé du tir s'est rendu aux autorités. Voilà, donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un article donc, de Bérénice Gabriel, Zeyna Kovac et Pascal Pascariello. Et je reprends les questions. Comment peut-on organiser le processus de décolonisation, définir concrètement les concepts d'autonomie, d'indépendance en association ou non? Définir concrètement les concepts d'autonomie, d'indépendance. C'est toute la question de l'accord global, en fait. Et dis-nous ce que c'est que l'accord global. Donc, l'accord global, c'est quelle sortie à l'accord de Nouméa. On a eu un accord de Matignon-Oudinot. Ensuite, on a eu en 98, 10 ans plus tard, l'accord de Nouméa. Et aujourd'hui, depuis 2021, depuis la fin de ce processus-là, il fallait retrouver un accord, quoi. Je ne sais pas comment l'appeler. Mais un accord. Donc c'est cet accord
qu'il faut trouver. Et en fait, il n'y a pas 40 000 solutions. Mais, par contre, il y a une longue littérature de tous les possibles imaginables. C'est pour ça que quand j'entends Emmanuel Macron dire qu'on n'a pas assez travaillé l'après-Nouméa, c'est pas vrai. Il y a eu des tonnes et des tonnes de chercheurs, de politiques, de juristes, de tout ce qu'on veut, de constitutionnalistes qui ont écrit sur le sujet. Et il y a plusieurs scénarios, dont le scénario qui tenait un peu la corde il y a quelques années, qui était celui d'un État partagé. C'est ce que ça veut dire, quoi. La reconnaissance de la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie et un État partagé avec la France. Donc, voilà. Mais bon, avant, le chemin est long. Comme on dit. Donc, avant d'arriver à ça, il y a plein, en Nouvelle-Calédonie comme ailleurs, le diable se cache dans les détails. Donc, il y a beaucoup, c'est de la dentelle, quoi. Il y a beaucoup de choses à discuter, sur lesquelles s'accorder avant d'arriver à ça. Moi, j'ai une question. Au début, et en même temps, je cherche un article, mais au début de l'explosion, du retour de cette... de l'éruption. De l'éruption, je sais pas. On parlait beaucoup du rôle à la fois des États-Unis et de la Chine. On a parlé de TikTok. On a eu plein de débats un peu là-dessus. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les enjeux un peu aussi géostratégiques? Pourquoi la France s'attache tant à ce territoire? Et voilà. C'est une position en termes de défense et de diplomatie, c'est une position stratégique dans le Pacifique. Donc, on peut comprendre pourquoi l'État français n'a pas très envie de s'en départir. Ensuite, le fait qu'il y ait des puissances autour, telles que la Chine, qui veuillent mettre la main dessus, en fait, c'est un spectre assez ancien qui émerge de façon régulière. Ce qui a été très étonnant, en fait, c'est que c'est l'argument qu'ont invoqué les responsables politiques de l'exécutif français très vite, alors que c'est pas le sujet, en fait. C'est pas la Chine qui a créé les révoltes, parce qu'il y a eu notamment sur l'Azerbaïdjan, il y a eu tout un truc, toute une communication sur le fait que l'Azerbaïdjan attisait les jeunes mobilisés sur les barrages. Bon, franchement, c'est une vaste blague. C'est vraiment l'imbécile, le doigt, le sage, la lune. Enfin, c'est vraiment pas le sujet. Ok. Et sur TikTok, donc ce réseau social chinois, donc le gouvernement a voulu interdire TikTok. Ils l'ont interdit ouais. Localement là-bas, du coup. Oui. Qu'est-ce qu'on a à en dire? Rien. Ils l'ont interdit, comme ils voulaient interdire pendant les révoltes en France. Ils voulaient interdire, je sais plus quoi. C'est toujours la faute des réseaux sociaux, comme il y a 30 ans, c'était la faute des jeux vidéo, en fait. Mais en plus, c'est assez... Pour tout dire, c'est assez marrant, parce qu'en Nouvelle-Calédonie, les gens se communiquent surtout sur Facebook. Il y a beaucoup de TikTok, etc., mais c'est beaucoup Facebook. Voilà, j'ai retrouvé l'article que je voulais montrer. L'Océanie, champ de bataille politique et économique entre Chine et les États-Unis. La Nouvelle-Calédonie en crise se trouve au centre d'une région longtemps dominée par les États-Unis et ses alliés de façon incontestable, mais où l'influence chinoise se développe rapidement. C'est donc un article de Romaric Gaudin pour aller plus loin sur ce thème-là. Très bien, je reprends les questions. Pouvez-vous préciser le niveau d'inégalité sociale particulièrement élevé du territoire calédonien, nous demande Nance. Alors, j'arrive jamais avec les pseudos, vous m'excusez. J'ai pas exactement, il faudrait que tu reprennes Lequel? le papier où il y avait une... Non, vas-y, va sur moi. Hop. Où il y avait celui-ci. Hop. Je suis désolée, hein, mais je préfère que qu'on regarde plutôt que de dire des âneries. Donc c'est tant mieux. En fait, voilà. En Nouvelle-Calédonie, le niveau de vie médian des Kanaks est 2 fois plus faible que celui des non-Kanaks. Donc en fait, c'est des chiffres de l'INSEE, pardon, parce que j'ai pas tout en tête non plus. C'est des chiffres de l'INSEE qui sont assez clairs année après année sur le fait que y a des disproportions et
un déséquilibre entre les revenus, le chômage, enfin toutes les inégalités sociales possibles et imaginables, tous les marqueurs sociaux possibles et imaginables entre les Kanaks et les non-Kanaks, donc les Européens. Par ailleurs, il y a un autre sujet, c'est que les personnes qui sont venues ou qui viennent encore s'installer en Nouvelle-Calédonie bénéficient de privilèges fiscaux et de choses, en tout cas, d'un niveau de vie beaucoup plus aisé dans l'archipel que ça peut l'être en France. Donc, forcément, les disparités se font plus grandes. Hop, très bien. Là, il y a une question, encore une fois. Donc, là, cette fois-ci, je vais réussir le pseudo, mais il est très drôle. Geoffroy Leroux de Béziers. Les Européens, ce sont les métros ou c'est différent ? Non, parce que les Européens, les métropolitains, c'est des gens qui vivent en métropole. Mais les Européens, c'est des... Il n'y a pas que les Français ? Non, non, il n'y a pas que des Français, mais globalement, c'est des Français. Mais on dit Européens. Bon, après, en Nouvelle-Calédonie, c'est vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes débats. Je veux dire, on parle d'ethnie, on parle de noirs, de blancs. Enfin, il n'y a pas du tout de Kanaks, d'Européens. Donc, Européens, en gros, c'est pour dire les blancs. Et les non-Kanaks, quoi. C'est l'expression idoine. On dit salut à tous les gens qui arrivent. Hein. Salut Ouli Koumi. Et on nous demande quelles sont les revendications des indépendantistes qui ne peuvent pas être satisfaites dans le cadre d'autonomie institutionnelle actuelle. La revendication principale des indépendantistes, comme son nom l'indique, c'est l'indépendance. Donc, ça ne peut pas être satisfait dans le cadre d'autonomie, puisque l'autonomie et l'indépendance, par essence, c'est pas complètement la même chose. En clair, il leur manque, si vous voulez, c'est pour être complètement indépendant. En fait, il y a eu beaucoup de transferts de compétences de l'État français à l'exécutif calédonien, mais ils n'ont pas la défense, ils n'ont pas le régalien. Et oui, ils n'ont ni le régalien ni la défense. C'est un gros morceau quand même. Je regarde, alors 90% des détenus sont Kanaks, les inégalités sont partout. Un lien avec votre travail sur l'extrême droite qui fait notamment l'objet d'une newsletter auquel il faut s'abonner, instant promo. In extremis, bien sûr. Il est très tu peux fort. me mettre un petit lien? Je te mets le lien, hop. NLED. Vraiment, parlez-en à tout le monde. Oui, pour les gens qui ne savent pas. Alors, on va finir sa question. Comment se positionne le RN et Reconquête sur cette question? Et maintenant, après, tu nous racontes ce qui se passe dans cette newsletter mystérieuse. Comment se positionne le RN et Reconquête? Mal, comme d'habitude. Ils ont voté. Alors oui, c'est ça. C'est qu'il y a un moment où on a eu... Donc, ils s'indignaient de Moi, j'avoue que c'est un peu ma limite, en fait. Je suis prompte à écouter vraiment beaucoup de bêtises toute la journée. Mais alors là, j'avoue que sur la Nouvelle-Calédonie, ça a été mon... Parce que du coup, ils reprochaient au gouvernement la situation. Non, mais en gros, sur le un RN, vote qu'ils ont voté également, c'est ça? a voté le dégel du vote du corps électoral. Ok. Et 3 jours après, quand ils ont commencé à comprendre qu'il y avait des problèmes, ils disaient que c'était peut-être pas le moment de le faire. Bon, ça, c'était la position sur le moment. Sur le reste, ni le RN ni Reconquête ne sont prêts à reconnaître qu'il y a un peuple qui s'appelle le peuple kanak et qui n'est pas français. Enfin, eux, ils sont... Voilà. Et que c'est pas la France, en fait. Donc ça, bon, c'est impossible dans leur logiciel. Donc, ils vont, ils viennent, ils reviennent et ils disent n'importe quoi. Moi, ce qui m'a vraiment fatiguée dans cette discussion, c'est que la droite extrême et l'extrême droite, dans son spectre large, notamment par la voix d'éditorialistes toujours promptes à faire le pari de l'intelligence, ont commencé à en gros faire un lien entre le sujet calédonien et le grand remplacement, en disant la gauche qui ne veut pas entendre parler du grand remplacement, par contre, considère que les Français, les Européens, grand remplacent les Kanaks. Vraiment à un niveau de bêtise. Mais ce qui m'effraie encore plus, c'est que le même argument a été repris par Emmanuel Macron dans Le Parisien, dans l'avion du retour de Nouméa. Et là, je me suis dit qu'on était vraiment collectivement dans un bon moment, je pense. Et du coup, tu veux nous parler de In Extremis? C'est l'occasion, ou rêver, c'est maintenant ou jamais? Ah ouais, jamais, carrément. Oh non, pas jamais. Maintenant ou plus tard? C'est une newsletter extraordinaire dont vous pouvez retrouver chaque mois toutes les plumes du journal, et elles sont nombreuses, qui traitent d'extrême droite.
Et la semaine prochaine, teasing, vous en aurez une spéciale européenne. Oh, waouh. Ouais. Et du coup, je pourrais pas glisser un truc sur la Nouvelle-Calédonie, mais c'est pas grave, je le ferai dans la prochaine. Très bien. Donc, comme je l'ai mis dans le chat, pour s'abonner, c'est gratuit. Ça s'appelle In Extremis et ça paraît une fois par mois, Ouais. à peu près. Et c'est super. Voilà, merci beaucoup pour ces... Et c'est gratuit. Ouais, je l'ai dit, je crois. C'est gratuit Ouais, et mais on je le peut s'y redis. abonner en cliquant sur le lien. Voilà, c'est ça, gratos. Alors ensuite, on nous dit, donc Sarion 8 nous dit, après il y a les termes de caldoche, d'origine européenne et métissée, mais sur place depuis longtemps, et zoreilles métropolitains qui sont là temporairement ou pas depuis longtemps. Voilà, on a les termes. Caldoche, je suis pas sûre que ce soit métissé, mais... Ok. Je regarde. Très bonne vidéo d'Histoire Crépue sur le racisme anti-blanc, grand remplacement et tout. On conseille, Histoire Crépue, c'est vachement bien. Ouais. Ensuite, Afon nous demande, est-ce qu'il y a un problème d'acculturation de certains Kanaks, particulièrement à Nouméa, qui du coup ont été privés de leur culture et ne sont pas acceptés par les Européens. Il y a eu ce débat à un moment avec je ne sais plus quel macroniste qui disait que les Kanaks n'arrivaient pas à s'assimiler à la France. Pardon. C'est quand même pas mal. Un problème d'acculturation, mais c'est pas le... Pardon, je suis fatiguée. En fait, vraiment, on est allé chez des gens. Moi, je veux bien qu'on soit tous géniaux et c'est super. Et il faut que tout le monde nous ressemble. Mais bon, là, le problème, c'est que ce sont des personnes qui sont allées chez d'autres personnes et qui leur ont dit ta langue, ta culture, tes copains, tes maisons, tes machins. Tu sais quoi, oublie, on va plutôt te faire des routes. C'est ça l'histoire de base. Et en fait, ce qui est assez étonnant, ah mais là tu le retrouveras pas. Mais je trouve que j'avais fait à l'époque un reportage en 2017. Tu peux y aller tranquillement, ça fait longtemps. Auprès de ah, c'était pas si loin. Je suis hyper fort en recherche grâce au nouvel outil qui, je crois, est déjà déployé, mais sinon bientôt de recherche. Non, mais on peut pas encore faire. Ouais, oui. À mon avis. Attendez, ah, c'est là. Qu'est-ce que t'écris ? Ouais, j'écris trop. Remonte. C'est là. Et on l'a trouvé si rapidement. Ouais. Je suis contente. Ça, c'était super. Donc, j'avais rencontré cette dame-là, Gilda, qui vivait dans une maison sur les collines de Nouméa. Vraiment, la maison, il faut voir, mais voilà, on est vraiment en plein dans la nature, quoi. Voilà, c'était ça, sa maison. Et attends, il faut que je le montre parce que hop, c'est ici. Voilà. Donc ça, c'était sa maison. Et ça, c'est là où on voulait la mettre. Et donc, elle expliquait très bien. C'était fascinant. Sa maison, c'était vraiment 3 bouts de bois et 4 bouts de tôle au milieu de la nature. Et elle disait, mais moi, c'est là où je vis, c'est ma maison, c'est ma case, elle était près des siens, et elle avait aucune envie d'aller dans un immeuble dans le centre-ville de Nouméa, cette femme. Enfin, je veux dire, vraiment, c'était... Et donc, comme ils voulaient détruire les habitats des Kanaks pour les reloger dans des habitats modernes et occidentaux, ça faisait tout un... Tu vois, elle disait, la mairie, ils veulent me séparer du vieux, parce qu'en fait, ils avaient tout un... Ils vivent en tribu, quoi, donc ils ont toute une culture, une société à eux, quoi. Et nous, on voulait arriver et lui dire, ouais, non, mais c'est gentil, mais en fait, toute ton histoire, toute ta maison, tous tes amis, tous tes machins, tu vas plutôt aller dans l'appartement rutilant dans le centre-ville de Nouméa. Ça, c'est un exemple. Autre exemple, j'avais rencontré des jeunes, notamment un jeune qui s'appelle Darewa Dianou, que j'ai re-eu au téléphone là dernièrement, qui est le fils d'Alphonse Dianou. Alphonse Dianou, c'est un des leaders indépendantistes qui a été assassiné dans la grotte d'Ouvéa en 1988. Ouais, ça, on va y revenir après. Voilà, ce qui a provoqué les accords de 88. Et donc, Darewa, c'est le fils d'Alphonse Dianou. Donc, il a perdu son père qui a été assassiné quand il avait 2 ans. Et Darewa, il a vraiment repris la lutte, le flambeau et le combat de sa famille. Et la première fois que je l'avais rencontré à Nouméa en 2017, moi, j'étais toute... je connaissais rien en 2017. Après, je me suis renseignée et tout, mais je connaissais rien sur le sujet. Et je lui disais, mais... Moi, j'arrivais avec aussi ma vision d'occidentale. Et je disais, quand même...
il n'y a pas des trucs bien, je sais pas, les ombres et les lumières, comme dirait l'autre. Enfin, je sais pas, il y a pas des... Les autoroutes. Et j'étais très... Enfin, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était le jour de la mort de Johnny Hallyday. Et j'étais chez lui, et là, il y avait la télé qui hurlait, et j'avais tourné la tête. C'est comme ça que j'ai appris la mort de Johnny Hallyday. J'avais tourné la tête, et il y avait un bandeau où il y avait marqué « Johnny est mort ». Et je lui avais fait... Oh, enfin, je sais pas, on s'en fout. J'avais une réaction un peu pourrie. Et il m'avait dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui avais dit, Johnny est mort. Il m'avait dit, qui? Et je lui ai dit, Johnny Hallyday. Il m'a dit, je sais pas qui c'est. Là, je me suis dit, waouh, on est vraiment très, très loin de la France. Et lui, par exemple, quand on parlait de ça, des infrastructures, des besoins, il disait, mais vous savez, le Vanuatu, qui est un pays, qui est une île indépendante pas très loin, il dit, c'est le pays le plus heureux du monde, et c'est un pays qui a rien, en fait. Il dit, mais nous, on n'a pas besoin de route. Ce qu'il nous faut, c'est un sol pour marcher. Et ça m'avait vraiment marqué, parce qu'en fait, ils ont un rapport à la terre, à la vie, à l'existence, qui n'est pas du tout le nôtre. Moi, j'ai rencontré des femmes sur l'île de Lifou. Elles étaient sous un cocotier. Et quand je me suis approchée pour leur demander ce qu'elles faisaient, un peu dans la vie, quoi, ce qu'elles s'apprêtaient à faire aujourd'hui, elles m'ont regardé vraiment du genre... on est là. Et je dis oui, mais après, sous l'arbre, vous faites quoi? Enfin, je sais pas, vous discutez, vous... Enfin, moi, j'étais vraiment... la journaliste Tintin. Tintin, quoi. Mais Tintin colon, quoi. J'étais vraiment débile. J'étais vraiment genre, vous faites quoi et tout. Et il y en a une qui m'a regardée au bout de 5 minutes, qui m'a dit, on vit. J'étais d'accord, bon. T'es vraiment, vraiment lâche l'affaire, en fait. Et Gilda, là, t'as pris des nouvelles Gilda, depuis alors, Marika, qui était à côté d'elle, est décédée de maladie. Et Gilda, j'avais pas... En fait, il faut savoir aussi que c'est hyper difficile... Il n'y a pas tellement d'internet ni de téléphone portable. Hein. Donc déjà, Darewa, c'était un mystère d'avoir réussi à le joindre. Gilda, non, j'ai plus jamais eu de nouvelles. J'avais eu des nouvelles par personne interposée de Marika jusqu'à son décès. Il y a Lenay7 qui pose une question que j'aime bien. Les Calédoniens votent-ils pour les européennes, sachant que la Nouvelle-Calédonie est sur un autre continent? Est-ce que tu sais répondre à cette question? Oui, je sais répondre à cette question. La Nouvelle-Calédonie a 3 listes électorales. Ça aussi, c'est une petite différence quand même avec la France. Oui, tout à l'heure, tu parlais du Sénat, quelque chose. Non, le Sénat coutumier, c'est encore autre chose. Le Sénat coutumier, c'est l'instance institutionnelle des indépendantistes et des Kanaks. D'accord. Mais en termes électoraux, la Nouvelle-Calédonie possède 3 listes électorales. Une liste référendaire, une liste pour les provinciales et une liste pour les élections nationales. Donc les européennes, les présidentielles, les législatives et tout ça. Donc oui, ils voteront pour les européennes. Ce sera le corps électoral le plus élargi, parce que ça, c'est des questions qui concernent tout le monde en Nouvelle-Calédonie. Et ensuite, il y a les listes référendaires et provinciales qui, elles, ne concernent pas tous les résidents en fait, de Nouvelle-Calédonie. Alors, Zorey, c'est pas seulement la Réunion. Manco nous demande. Je suis pas spécialiste de ça. Moi, je crois pas. J'ai cru comprendre. Enfin, je l'avais vu là, mais je l'avais surtout vu à la Réunion aussi, mais je l'avais vu. Mais aussi tu l'avais vu en Nouvelle-Calédonie? En tout cas, je l'ai vu sur un article qui disait les mots pour comprendre la situation en Nouvelle-Calédonie. Du coup, je pense que doit y avoir un lien avec la Kanaki proche ou lointain. Alors bon, Terence voulait poser sa question. Quels sont les parallèles qui peuvent être faits entre la situation en Kanaki et celle en Corse? Parce que tu es spécialisé des deux sujets. Alors, il y a des questions d'autonomie évidente et de souveraineté, d'indépendance. Après, moi, il y a beaucoup de liens entre les indépendantistes de Nouvelle-Calédonie et les nationalistes corses. Il y a des rencontres, par exemple, chaque été en Corse, où il y a des représentants de Kanaki qui sont présents, et inversement, il y a plein de Corses qui vont en Kanaki. Là, par exemple, la mobilisation de samedi à Paris, où il y avait Michel Deléan en soutien à la Kanaki, il y avait des drapeaux corses, de tête de mort, etc. Donc il y a des liens évidents sur les questions d'autonomie, de la même façon qu'il y a avec aussi la Catalogne. Il y a des liens évidents entre ces territoires. Voilà. Après,
Bon, je pense qu'il y a des gens qui vont me détester de dire ça, mais je veux dire, on n'est pas dans les mêmes histoires, en fait. On n'est pas dans les mêmes histoires. Ouais. Et Je m'arrêterai là. pour des raisons évidentes de sécurité. Je rigole. Et par rapport justement à la question palestinienne, qui fait beaucoup de mouvements, notamment dans les universités, et du coup qui permet à plein de gens de se questionner sur la question des colonies, de la colonisation, etc. Est-ce que politiquement, là, pour revenir à de la politique, enfin, même si tout ça est politique, mais est-ce que il n'y a pas, j'allais dire, un risque ou une chance que le mouvement de soutien à la Palestine aujourd'hui donne des forces au mouvement de soutien à la Kanaki et des liens qui se fassent et dans les universités et dans la rue? Moi, je trouve que ce qui est beau et ce qui m'a plu dans les questions d'autonomie et les questions d'autonomie, voire même d'indépendance, mais en l'occurrence d'autonomie, c'est qu'il y a des liens très forts en fait qui se font entre les territoires qui aspirent à cette reconnaissance. Et évidemment qu'il y a des liens aujourd'hui, même de réflexion purement politique, voire philosophique, entre la Palestine et la Kanaki. Après, c'est comme la Corse. Enfin, vraiment, on est sur des histoires différentes et il ne faut pas. Mais il y a il faut pas plaquer des schémas. Parce que ça sert à rien et qu'en plus c'est vraiment, je pense, contre-productif. En revanche, il y a des liens entre ces histoires-là. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant de les étudier, que les gens se parlent, qu'ils voient ce qui est possible, de faire en termes de processus juridiques, en termes de discussion politique. Moi, je trouve que, contrairement à pas mal d'autres territoires, ce qui était beau jusqu'ici en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'on a fait collectivement, quand je dis on, c'est donc les partenaires, c'est-à-dire l'État français et les loyalistes et les indépendantistes. Je sais pas comment dire, moi c'est la chose qui m'a le plus enthousiasmée quand j'ai découvert Emmanuel Macron. Autant vous dire que bon, je revenais d'un peu loin, mais c'est vrai que c'était beau, quoi. Enfin, moi j'ai découvert que la discussion était possible en politique, que le temps long était possible, que le respect était possible, qu'il y a des personnes, ça faisait 30 ans en fait qu'elles discutaient, qui n'étaient d'accord sur rien, mais qu'elles discutaient autour de la table, qu'elles essayaient de trouver des compromis, qu'elles se respectaient en fait dans leurs différences. Sincèrement, quand on couvre la politique, c'est curieux quand on voit débarquer ça. Il n'y a pas de petites phrases, ça n'existe pas en fait. C'est beau, quoi. Ok, donc là, on avait une réponse, je l'avais où, de Okesoleric qui dit non, on dit oreille en kanaki aussi. Okay. Merci pour la réponse. Il y avait la question tout à l'heure là où tu as rigolé. En fait, ma question n'était donc pas claire. C'est peut-être, est-ce que la France n'a pas déjà presque réussi à écraser cette culture et Macron sera en train de tenter de finir le travail? C'est plutôt dans ce sens-là. Comprends. C'est le risque. Je suis pas sûre qu'ils aient réussi à écraser cette culture. Après, c'est comme toute chose fragile, quoi. Quand il y a un bulldozer qui arrive, c'est difficile de résister. Mais moi, sincèrement, je suis pas restée longtemps, mais quand même, j'ai découvert une culture très... comme toutes les cultures... comme en Corse, moi, je suis hyper respectueuse, en fait, des gens qui ont une identité à eux, qui ont leur culture, qui ont leur langue, qui ont leurs coutumes. Je trouve ça vraiment puissant, en fait. Et on a pas mal de Bretons à Mediapart. Beaucoup de Bretons, mais c'est encore différent. Non, mais je trouve que c'est hyper... Moi, je trouve que politiquement, c'est une des plus grandes forces, en fait, qu'on peut avoir. Et donc, c'est difficile à écraser ça. Même si l'État jacobin et tout ce qu'il est et centralisateur, évidemment, dans plein de coins de France et du monde, et a fortiori en Nouvelle-Calédonie, tenter de le faire, sans doute réussi à le faire en plein de moments. Et c'est contre ça, en fait, c'est contre l'effacement que les Kanaks se battent. Et je trouve ça plutôt beau et puissant, ouais.
Il y a Manco qui nous dit au début du XXe siècle, il y avait plein d'étudiants de toutes les colonies qui sont retrouvés à Paris au sein des mouvements communistes et qui sont devenus de gros acteurs des décolonisations. Oui, on pense, et je trouve que justement, c'est un peu la question qu'on avait avant qui est hyper intéressante. On l'a vu là entre le lien entre la Palestine, l'Afrique du Sud, la Kanaki, l'Ukraine. Enfin voilà, il y a pas mal de un peu le retour des questions internationalistes qui étaient pas très présentes jusqu'à présent. C'est vrai. Après, elles ont toujours été entre ces pays-là, hein, donc c'est juste le débat. Enfin, c'est la politique française qui l'a lâché. Trop bien. Question naïve, Citadelle, je te construirai. La Corse a-t-elle une histoire coloniale? Pardon pour la question naïve, mais on est là pour ça. Là, en tant que journaliste à Mediapart. Hein. Non, mais c'est trop long. Ok. Trop long. Ok, pas de souci. Il y a trop long. Mais on y reviendra si vous voulez. On fera une spéciale Corse un jour si tu veux. Franchement, pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? On a un peu fait ça la dernière fois quand il y avait eu la nuit bleue. Non, c'était quoi? La nuit des maisons bleues. Non, les nuits bleues. Les nuits bleues, les mots bleus. Les mots bleus. Bien sûr, Christophe. Non, mais en fait, juste pour répondre en deux... Enfin, non, c'est impossible de répondre en 2 mots, mais la Corse a une histoire avec l'État français qui est très particulière. Aussi avec l'Italie, à un moment donné, elle a été occupée. La devise de la Corse, c'est souvent conquise, jamais soumise. Donc il y a une histoire. Jean-Luc Mélenchon, il y a une histoire. Après, est-ce qu'on peut la comparer à une histoire coloniale comme en Nouvelle-Calédonie? C'est là où je préférais qu'on en discute tranquillement. Très bien. Là, il y a des nouvelles questions qui arrivent, mais tout à l'heure, je t'ai demandé, et on a dit qu'on en reparlerait, sur la grotte d'Ouvéa. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Faire un peu... En fait, en 1988, il y a une période entre 84 et 88 en Nouvelle-Calédonie, ce qu'on appelle les événements. Donc, c'est déjà des révoltes en fait dans l'archipel, des indépendantistes qui sont allés très loin. C'était déjà sur des questions institutionnelles. Il y a eu une urne cassée qui a été une image très importante. Donc bon, bref, le début de révolte, donc sur une longue période jusqu'en 88 où en fait des indépendantistes ont pris en otage dans la grotte d'Ouvéa des gendarmes et en fait par tout un concours non de circonstances mais de choses patiemment étudiées et planifiées par le gouvernement de l'époque. Il y a eu un massacre à Ouvéa. Ils ont tué 19 indépendantistes, dont Darewa Dianou. Excusez-moi, son père, Alphonse Dianou. Et ça a été un véritable traumatisme, en fait, parce que, y compris Michel Rocard, il y a eu beaucoup de secrets, hein, beaucoup de non-dits et beaucoup de... Voilà. Mais y compris Michel Rocard a fini par reconnaître, quelques années avant sa mort, que des indépendantistes avaient été achevés. Donc c'était vraiment un assassinat, quoi, qu'ils avaient été achevés en dehors de la grotte par des forces de l'ordre françaises. Donc ça a été quelque chose de très traumatisant qui conserve encore des traces à Ouvéa, mais plus largement en Nouvelle-Calédonie. Et pourquoi je dis ça? Et c'est en fait c'est à partir de ce moment-là qu'a été décidé le fait de prendre à bras le corps le sujet politiquement et de mettre à l'époque Jean-Marie Tchebaou et Jacques Lafleur autour de la table de Matignon. Et pourquoi je disais ça? Oui, ça c'est hyper important parce que je pense qu'on ne l'a pas assez raconté. À l'époque, en 88, on est en pleine campagne présidentielle et on a un Premier ministre, Jacques Chirac, et un président, François Mitterrand, qui font un débat. Et c'est fascinant parce que Jacques Chirac, à l'époque, qui a vraiment brutalement traité ce dossier, fait ce qu'on peut... a envoyé des forces de l'ordre, a fait de la répression en Nouvelle-Calédonie, va en partie perdre la présidentielle de 88 sur ce sujet. Il traitait, à l'époque, le FLNKS était traité de terroriste, comme aujourd'hui, on a entendu Sonia Backès traiter les jeunes et la CCAT de terroristes.
c'était exactement la même chose. Jean-Marie Tjibaou, qui était le leader du FLNKS, était considéré par la droite française alors aux manettes de terroristes. Et il y avait eu un débat d'entre-deux tours et ils ont abordé ce sujet et où Mitterrand a dit tout le mal qu'il pensait à Jacques Chirac de sa gestion brutale de ce sujet. Et ça, je pense que je ne suis pas la seule, mais en tout cas, historiquement, c'est resté comme l'un des sujets qui a fait perdre la présidentielle à Jacques Chirac. Et je me disais la dernière fois, en revoyant ce débat-là, que tous les petits calculs politiciens et court-termistes feraient bien de s'en rappeler. Et d'ailleurs, il y a, comme on le dit, comme le dit Terence dans le chat, un épisode complet de Edoui Plenel. Tu peux nous le faire, Edoui Plenel, une vie d'enquête, puisque c'est toi qui fais la voix, n'est-ce pas? Tu nous le fais? Je ne sais plus comment j'ai fait, parce que Pascal Pascariello m'avait fait vraiment répéter, mais c'était vraiment quelque chose de l'ordre de Edoui Plenel, une vie d'enquête. Waouh, hyper bien. Et là, on sent, et je vous le mets dans le chat également, donc c'est la série de podcasts qui avait été faite donc au moment du passage de relais entre Edoui Plenel et Karine Fouteau, qui est donc la nouvelle présidente de Mediapart, et qu'on va d'ailleurs recevoir avant la fin de l'année normalement, encore une fois, même si on l'a déjà eu plusieurs fois, et du coup là l'épisode 4 c'était précisément sur le massacre de la grotte d'Ouvéa. J'ai mis dans le chat, vous pouvez aller l'écouter, c'est vachement bien. Et Edoui a beaucoup travaillé sur le sujet, hein. Comme il l'a dit tout à l'heure, il s'est énormément investi à l'époque au Monde, il a énormément enquêté sur ce sujet-là et effectivement le numéro de ce podcast est assez passionnant. Et du coup tout ça a été écouté en s'abonnant à Mediapart. Je le fais encore une petite fois, des fois je le fais plein de fois, mais pour s'abonner, vous pouvez le faire gratuitement juste en dessous de cette vidéo si vous nous regardez en direct sur Twitch pendant un mois. Et sinon, vous pouvez tout de même vous abonner avec le tarif traditionnel pour lequel vous pouvez retrouver tous les articles de DLN, mais aussi ces podcasts, mais aussi les films produits par Mediapart, etc. On revient un peu sur la question de la CCAT. Tu as parlé de la CCAT et du FLNKS. La CCAT, donc, c'est écrit là, c'est la cellule de coordination des actions de terrain. Le FLNKS, c'est le Front de Libération Nationale de la Kanaki socialiste. C'est ça, je suis trop fort quand même. Ouais. Bon, merci. Tu nous racontes qui c'est, les deux, et voilà. Donc le FLNKS, c'est en clair... c'est comment on pourrait résumer ça? C'est la start-up, quoi, qui... Non, Waouh. C'est pas la start-up. Non, mais c'est c'est le mouvement principal, le FLNKS, qui... en son sein, a différentes composantes, donc l'Union calédonienne, l'UC, d'autres composantes indépendantistes. Donc, c'est la coalition. Voilà, le FLNKS, c'est la coalition indépendantiste. Et la CCAT, donc la cellule de coordination des actions de terrain, c'est une sorte de comment je le décrirais, d'émanation du FLNKS. Le FLNKS, c'est vraiment un mouvement historique, très ancien, etc., sur lequel se sont donc greffés plusieurs mouvements. Et la CCAT, c'est un mouvement qui date d'il y a 6 mois, qui s'est créé sur une idée qui était d'aller chercher en fait sur le terrain des militants, de nouveaux militants, enfin une nouvelle forme de mobilisation politique. Pour créer, pour porter des revendications. Donc, c'est eux qui ont organisé les manifestations et tout ça. Pourquoi c'est important? Parce que il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, et notamment dans le camp indépendantiste et dans la culture kanak, il y a un respect, ce qu'on appelle les vieux, donc... on dirait les personnes âgées diplomatiquement. Mais... Attends, tout à l'heure, il y avait les seniors dans l'article sur l'assurance chômage. On peut dire les seniors? Mais nous, on ne dit pas les seniors. Enfin, n'importe quoi. En Kanaki, on dit les vieux. C'est les vieux, c'est les sages, c'est les personnes les plus importantes en fait, de la société. Quand tu prends ta société de façon pyramidale, les vieux, ils sont genre... Il y a Dieu, les vieux. Non, il y a Dieu, la nature, les vieux. Enfin, vraiment, on est... Donc... Et donc, le fait est que politiquement, ça crée quand même un sujet, c'est que le renouvellement politique n'est pas vraiment très fort. Et donc, c'est vrai que beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui à la tête responsables du FLNKS sont déjà des personnes qui étaient là en 88,
pour signer... Avec Rocard. Avec Rocard, pour signer. Donc, le renouvellement ne se fait pas énormément. Et donc, la CCAT s'est créée sur cette idée de, pas de renouveler, parce qu'il y a toujours le respect des vieux, c'est les vieux qui parlent, et voilà, on respecte. Mais pour essayer de mobiliser sur le terrain davantage, parce qu'en plus, ce qu'on a du mal à imaginer, mais c'est que une campagne électorale, par exemple, pour le référendum, ça se fait pas du tout comme nous. On fait des campagnes électorales. Il y a Internet, des tracts, des marchés. C'est pas comme ça que ça marche. Ça marche comme ça peut-être du côté du camp des loyalistes. Mais je veux dire, pour aller mobiliser dans les tribus, pour expliquer aux personnes leurs droits, comment on vote et tout ça. Enfin, c'est tout un processus en fait qui est long, qui est important. Donc, il y a des nécessités d'action de terrain. Et c'est là-dessus que s'est créée la CCAT. Ça, c'est pour le fond. Mais la CCAT a rapidement cristallisé les critiques du gouvernement jusqu'à ce que Gérald Darmanin, quand même, le qualifie la CCAT de groupe mafieux en disant que l'un de ses leaders, Christian Thérain, était un voyou. Bon, les mots sont allés très très fort. Moi, je pense qu'il y a une volonté de dire s'il y a le bazar, c'est eux, pour voilà, circonscrire ça. Le fait est que, en fait, la CCAT, c'est une émanation du FLNKS, tant et si bien que la délégation des indépendantistes qui a rencontré Emmanuel Macron pendant son déplacement a demandé à ce que le fameux Christian Thérain soit dans la délégation, ce qui a créé beaucoup de questionnements, puisque la même personne qui a rencontré le président de la République était en même temps assigné à résidence par ses services. Donc, ce qui a un peu étonné les personnes, Emmanuel Macron a répondu en disant qu'il considérait qu'il avait fait beaucoup d'efforts sur ce sujet. Je suis en train de regarder en même temps. Il y a quelqu'un qui dit, cela dit, patate télescopique, dit, cela dit, le plus jeune député de l'Assemblée nationale est pourtant bien kanak. Je suis pas certain. Non, il n'est pas kanak, je crois qu'il est polynésien. Polynésien, il me semble, si on parle de Taïk Le Gaïk. Ouais, à égalité avec Louis Boyard. Polynésien, je crois. Quels sont les intérêts? Ça, on y a un peu, Citadelle, je te construirai, je crois qu'on y a un peu répondu. Mais quels sont les intérêts du colonisateur à conserver sa mainmise sur l'île? Le domaine maritime, ça, on n'en a pas trop parlé. La ressource géologique, la possibilité d'une présence dans la zone pacifique où semble se réorienter l'échiquier mondial. Il y a d'abord une stratégie de défense. C'est effectivement une position stratégique en matière de défense. Et il y a une question éminemment économique, puisqu'il y a une richesse en Nouvelle-Calédonie qui s'appelle le nickel. Et on y est visiblement très attaché. Voilà, c'est une réponse claire et concise. Alors... Ah oui, Thémataï Le Gaïk, c'est ça. Ouais. Taïk, c'est un rappeur, ça n'a rien à voir. Ouais. Oui, tout à fait. Rien à voir. Les nuits sont courtes en ce moment. Ouais. Vous savez qu'il y a 9 heures de décalage avec Nouméa. Je ne sais pas si tout le monde est conscient de ça. Mais justement, en termes de journalistes, on a posé plein de questions très, très, très intéressantes et je te remercie pour toutes ces réponses. C'est vraiment le grand oral, mais c'est bientôt fini. Mais en tant que journaliste, ça veut dire que tu passes des coups de fil à 3h du mat', quoi. Ça veut dire ça, ouais. Ouais, ça va? Non, je suis fatiguée. Les nuits sont courtes. Et je sais pas, on révèle pas les sources, mais du coup, tu es en lien avec qui là-bas? Comment ça se passe les échanges? Est-ce que tu peux nous raconter un peu les coulisses de tout ça ou pas? Je suis en lien avec beaucoup de personnes de tous bords. Ouais. Et même, est-ce qu'on a des journalistes sur place? Est-ce que quelqu'un s'est rendu? On a un correspondant qui s'appelle Gilles Capré, qui est un journaliste indépendant qui travaille pour d'autres... Indépendantiste ou... Indépendant, qui travaille pour d'autres médias et qui a fait des super reportages, on va bientôt en publier un, je pense, demain, sur l'après-visite. Il est allé dans les quartiers populaires de Nouméa. Il va nous raconter tout ça. Il en a fait un sur les milices. Donc lui, il est assez précieux parce que ça a été très compliqué en fait. On n'a pas pu aller sur place, l'aéroport était fermé. Donc c'est vrai que si on avait personne sur place, c'était compliqué. D'autant plus que on a découvert un peu tardivement le départ d'Emmanuel Macron et le fait qu'il emmenait avec lui un petit pool de journalistes. Et comme nous n'avions malheureusement pas été conviés comme souvent. au brief,
Du coup, on n'a pas pu savoir ça. Mais de toute manière, l'idée de partir dans la délégation présidentielle, je pense que c'était pas très intéressant. En revanche, moi, je pense qu'il faut pas lâcher, quoi, et qu'à un moment donné, il va falloir y retourner, voir comment ça se passe, la suite, et pas lâcher. Parce que, en fait, c'est typiquement le genre de sujet. Je pense que nous, on a eu de la chance à Mediapart de suivre depuis 2021. C'est vrai que depuis 2021 et le dernier référendum, et c'est normal, c'est la presse française, puis il y a d'autres actualités, etc. Mais les gens se sont un peu éloignés du sujet. Nous, on a quand même gardé un lien, en fait, avec les différents protagonistes. Moi, je sais que même si je faisais pas de papier, mais souvent je discutais de ça avec les personnes sur place et tout ça, ce qui nous a permis quand même, quand ça a éclaté, d'assez vite embrayer. Ouais. Bah, surtout avec les forces qu'on a aussi, qui sont pas les mêmes que d'autres. Mais exactement. Et du coup, ça c'est plutôt réjouissant. Et après, sur le travail, c'est vrai qu'il y a un décalage qui est important. Donc c'est beaucoup d'énergie et peu de sommeil, mais c'est passionnant. Le sujet est vraiment. Enfin, moi, je pourrais pas dormir, quoi. Je trouve... Et d'ailleurs, je dors pas aussi parce que ça me tient en haleine, quoi. En lien avec les prochaines élections européennes, la France était le dernier pays de l'Union européenne à avoir des territoires à décoloniser. Les eurodéputés sont-ils saisis de cette question ? Alors ça, je botte un peu en touche, mais non, je sais que la France n'est pas le dernier pays. Alors, de l'Union européenne... Il faudrait aller regarder en fait la liste des... Tu ne la trouveras pas là, ne cherche pas. Mais la liste des territoires à décoloniser de l'ONU. Il y en a une vingtaine, si je ne m'abuse, je crois 17 ou quelque chose comme ça. Ah voilà, les Pays-Bas répond Jakarta 2. Merci. Merci Jakarta 2. Mais je ne suis pas sûre que les eurodéputés se soient saisis de cette question. C'est-à-dire qu'en même temps, on est aussi dans une élection européenne où il y a une guerre en Europe, en Ukraine, une guerre au Proche-Orient. C'est vrai qu'il y avait aussi beaucoup de sujets à brasser. Donc là, dans la campagne, il n'en a pas été question. Et d'ailleurs, pas non plus assez étonnamment, je pensais qu'avec le début de la crise là, en Nouvelle-Calédonie, ça viendrait un peu dans la discussion, et force est de constater que non. Portugal, Espagne, Grande-Bretagne. Alors, voilà, Grande-Bretagne n'est plus dans l'Union européenne, me semble-t-il. Hein. Non. Il y a eu Brexit entre les deux. Moi, j'avais une question. Après, on va passer au moment que vous attendez tous sur les conseils culturels. Mais d'abord, c'est quoi la suite ? Genre là, on en est où ? Est-ce qu'il y a une désescalade ? Est-ce qu'il y a voilà, où est-ce qu'on en est là maintenant ? Ça, justement, on le lira, je pense, dans le reportage de Gilles Capré. Mais en clair, Emmanuel Macron est arrivé et il est reparti. Et il a magnanimement laissé quelques semaines pour le retour au calme et la reprise des discussions. C'est-à-dire qu'il a repoussé... En gros, il a dit qu'il ne convoquerait pas, parce que la loi donc, a été, sur le dégel du corps électoral a été adoptée au Sénat et à l'Assemblée nationale. Maintenant, il dit qu'il a deux façons, comme toujours, de promulguer de faire aller à son terme législatif une révision constitutionnelle. C'est soit passer par le Congrès de Versailles, donc la réunion des deux chambres, soit aller au référendum. Ce qui, en la matière, je ne vous cache pas, est un référendum, donc avec tout le monde, c'est-à-dire national, avec 68 millions, voilà. C'est-à-dire sur la réforme des retraites, on ne vote pas, voilà. Mais par contre, sur ce qui se passe là-bas, oui. Voilà, 68 millions de Français qui seraient amenés à se prononcer sur une question coloniale. Je vous laisse imaginer le... Bonheur, en plus les débats, non, c'est une très bonne idée. Très bonne idée. Super. Donc ça, bon, vraiment, c'est très extravagant. Donc, il y a un mois de délai qui est laissé. On ne sait pas ce qu'il fera entre-temps. Et il a installé une... on est 68 millions en France, on n'est pas 48 millions. Alors, les chiffres, Madame Salvi. Geoffroy Leroux de Béziers. Bon. Pas très... Non, mais là... Ah, des lecteurs, mais ah là 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 là. Pardon, excusez-moi. Ok. Mais oui, on ne vote pas. Wow, ça y est, trop tard, c'est trop tard. On se calme. C'est vrai, les adultes, les citoyens. Pardon. Parce Mais tout le monde n'est pas citoyen, hein, tu sais que tout le monde n'a pas le droit de vote. Excusez-moi. Ouais.
le droit à l'erreur. Tout ça pour dire quoi ? Oui. Tout ça pour dire qu'il a laissé 1 mois, donc on ne sait pas exactement ce qui se passera. En attendant, il est reparti de Nouvelle-Calédonie en mettant en place une mission de 3 hauts fonctionnaires qui ont eu à traiter et des questions... Oui, mais je suis pas Otarluin, je suis pas au RP, moi, d'accord. Pourtant. Et pourtant. Qui donc ont pour mission de permettre la reprise du dialogue. Donc, ces 3 hauts fonctionnaires qui ont eu à traiter la question calédonienne ou institutionnelle depuis ces dernières années. Donc ça, c'est le moment où on en est. La vérité, c'est que ça s'est pas calmé, en fait. Donc, il y a eu des communiqués du FLNKS et de la CCAT de nouveau appelant au calme. Mais ça se fait pas comme ça, donc ça va être long. Voilà. Et puis de toute façon, il y a des revendications qui sont pas du tout. Moi, je pense que à titre personnel, même si ça se calme là, ça répétera en fait. Je veux dire, tant qu'un problème n'est pas réglé, c'est mettre la poussière sous le tapis que de penser que par un maintien de l'ordre un peu plus serré et tout ça, on va régler. C'est même. Je vais vous dire, et là, je reparle contre moi-même, c'est même Édouard Philippe qui a été interviewé hier sur LCI, qui disait, en Nouvelle-Calédonie, ça ne sert à rien de demander le retour à l'ordre. Le retour à l'ordre ne viendra que par un accord politique et une discussion politique. Je veux dire, on n'est pas du tout dans un truc genre envoyer les blindés et puis après on rediscutera. D'abord, on discute et le calme reviendra par là. Et je veux dire, même lui qui le dit, ça me semble... étonnant. On a fait des papiers... Alors, bonjour Hélène, est-ce que Mediapart compte faire un papier sur l'interdiction de TikTok en Nouvelle-Calédonie qui crée un précédent dangereux en matière de liberté ? Par ailleurs, est-ce que les journalistes de la rédaction savent s'il y a un lien entre le très gros bug de Twitter en juin-juillet 2023 et les révoltes des quartiers populaires, sachant que la patronne de Snapchat France a indiqué qu'elle avait filtré des vidéos des révoltes à la demande de l'État français. Alors, on a fait... Là, j'étais du coup évidemment parti sur le chien Clovis qui avait voté pour LR. Enfin non, des équipes de Ciotti pour Pécresse, bref. Je vais retrouver les articles qu'il y avait eu sur le cas TikTok et justement, je crois, plusieurs articles d'ailleurs de trop de mémoire. Jérôme Lourdeau. Voilà, comment tu sais ? Jérôme Lourdeau qui... Lourdeau, pardon. C'est incroyable, désolé. Je m'excuse, c'est absurde. Vraiment, mais c'est nothing. Je vais encore me faire virer, putain. Bref, encore. Le Conseil d'État botte en touche. Quel enfer. Vas-y, bois un coup. Non, mais c'est trop tard. J'espère que... Non, évidemment, non, ne clippez pas ça, je vous en supplie. Le pauvre. En plus, il est passé... Clipper, ça veut dire qu'ils peuvent appuyer sur un bouton, ça fait un clip d'1 minute, et après, cette vidéo restera dans les annales. Donc voilà, vaut mieux pas faire ça. C'est pas gentil. En plus, il est passé... Abonnez-vous. Il a fait des super papiers. Non, mais vraiment, c'est juste... voilà, bref. Donc, j'ai mis l'article super. Blocage de TikTok en Nouvelle-Calédonie. Le Conseil d'État botte en touche. Le juge des référés a refusé de suspendre le blocage inédit du réseau social ordonné au nom de la théorie des circonstances exceptionnelles, mais au motif d'un dépôt d'urgence des requêtes déposées. Les questions juridiques sur la légalité de cette décision seront donc tranchées plus tard. Je m'en remets pas. Est-ce qu'on passerait pas, tiens, parce qu'on est un peu fatigués tous les deux, au moment Mère Castor ? Mère Castor, raconte-nous une histoire. C'est quoi ça ? C'est les conseils. Donc ça va être les conseils culturels. Tu nous as proposé. Mais c'était pas Père Castor ? Si, c'est Père Castor, mais vu que t'es une femme, pof, c'est Mère Castor. Ah, okay. Voilà, on s'adapte. D'ailleurs, j'ai oublié de changer le nom, donc c'est les conseils culture de Rosen. Mais ce n'est pas Rosen, c'est bien Hélène Salvi. Tu as proposé donc Kanaki sur les traces d'Alphonse. Dianou, le père de Dariwan. Ouais, Dianou. Oui, non, mais pardon, je suis en train d'essayer de montrer à l'image en même temps. Hop, on en parlait tout à l'heure et je vais pouvoir le montrer. Voilà, donc tu nous en parles un petit peu. Ouais, je fais les bruitages en même temps parce que bon. Donc c'est un livre de Joseph Andras qui est sorti en 2018. Exactement. Joseph Andras, donc c'est un écrivain, je pense que vous connaissez peut-être, sans doute, que moi j'aime énormément, et qui a donc écrit déjà sur l'Algérie et là qui a écrit sur
la Kanaki en retraçant l'histoire d'Alphonse Delanoux. Donc, c'est pas du tout un roman, c'est un récit. C'est passionnant parce que Joseph Andras est passionnant. On avait fait un entretien avec Joseph Andras, on a fait plusieurs d'ailleurs, mais on en a fait un récemment qui était bien sur bon, bref, on s'en fiche. Qui était vachement bien. Et voilà, pourquoi je parle de ça ? Parce que je l'ai relu dans le cadre de mes courses de nuit dernièrement. Et je trouve que c'est un livre qui dit plein de choses de la vérité de ce pays, de ce combat, de la nécessité d'une autre forme politique. Voilà, je trouve ça beau. C'est vraiment, je vous le conseille parce que je pense qu'il y a plein de choses qui sont résumées là-dedans. Trop bien. Tu as proposé, et du coup là, on sort du sujet parce qu'en fait, en général, pour les gens qui nous regardent pour la première fois, non, mais pas du tout. C'est qu'en fait, d'habitude, c'est le moment où on peut parler de conseils culturels qui sont pas directement en lien. C'est aussi pour changer d'air, etc. Et donc là, tu as proposé les derniers films que tu as vus au cinéma, n'est-ce pas ? Donc il y avait Il reste encore demain, que tu vas dire en italien, puisque tu m'as forcé à l'écrire en italien. C'è ancora domani. Merci. Qui est sorti donc en 2023 et qui est un film de Paola Cortellesi. Pardon. Tu nous en parles ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce qu'il faut aller le voir ? Pourquoi ? Alors, je parle de mes derniers visionnages de films. Hein. Mais j'ai vu C'è ancora domani, Il reste encore demain, qui est un film italien qui a fait plein d'entrées et qui est arrivé en Italie. Ah oui, alors attention, je peux faire il y a un raid, attends, on salue. C'est le raid de qui ? Désertion Stream, qui est arrivé avec 15 viewers. Salut, bienvenue, on est en train de finir notre super live de Abonnez-vous, l'émission Twitch de Mediapart, et aujourd'hui on a parlé de la Kanaki, Nouvelle-Calédonie, et là on fait la fin, quoi. Donc il faudra regarder le replay. Et là du coup on parle d'un film italien. Et donc, pourquoi il reste encore demain ? Oui, alors attention, je fais une transition. Dans le cadre de la couverture transversale des extrêmes droites, on a mis en place 2 laboratoires, dont un laboratoire italien. Attention là, c'est vraiment. Dont un laboratoire italien. Donc on étudie de près, notamment avec Romaric Godin qui bosse beaucoup là-dessus, et Cécile Debarge qui est notre correspondante en Italie. On étudie de près l'Italie sous le pouvoir de Giorgia Meloni. Et il y a eu ce film-là, qui est donc sorti récemment, a eu des conséquences, en tout cas un impact très important en Italie, parce qu'il est survenu à un moment donné où il y a eu un féminicide qui a eu beaucoup de retentissement et qui a créé énormément de mouvements dans la société italienne, et notamment parmi les féministes qui sont les premières à s'être mobilisés contre l'arrivée de Giorgia Meloni et qui ont continué à faire des actions sur le terrain, etc. Dans un pays où la gauche partisane est quand même dans un sale état. Et en fait, ce film a beaucoup résonné dans la société au moment de ce drame, parce que c'est un film qui a plein de défauts, sans doute. Hein. J'ai écouté les critiques du Masque et la Plume après l'avoir vu, qu'ils l'ont démonté, et sans doute qu'il y a plein de maladresses et tout ça, mais bon, c'est un premier film, moi j'ai trouvé ça hyper beau, et surtout ça traite du moment où les femmes en Italie ont enfin pu accéder au droit de vote, et donc de la société patriarcale dans laquelle elles étaient, dans laquelle elles sont encore aujourd'hui, comme nous toutes, mais dans laquelle elles étaient vraiment sévèrement à ce moment-là. Et j'ai trouvé ça plutôt chouette, malgré ce qu'on a dit, le Masque et la Plume. Moi, de toute façon, nous, on n'écoute pas le Masque et la Plume. Non, mais les gens on écoute le podcast coordonné par Joseph Confavreux, qui parle de cinéma, de théâtre. Esprit critique. Tu nous refais un jingle, peut-être ? Oh là, je refais tomber. Esprit critique. Non, mais après, je me suis dit, il y a encore un raid. Encore un raid, salut, Satrape Mandragora. Et bienvenue à vous. Encore une fois, on était en train de parler de toute la soirée de la Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Ouais. Vas-y. Pardon, vas-y. Vas-y, c'est fini. Non, mais juste pour terminer sur ce film, après, visiblement, ça a même divisé un peu les féministes en France.
Et moi, je suis tout à fait ouvert à la conversation sur le sujet parce que je comprends qu'il y ait des problèmes, mais en fait, je me dis toujours que c'est un peu bizarre de tomber sur un film féministe, le premier film d'une femme féministe. Enfin, je sais pas. Ok. Et deuxième film que tu voulais proposer, c'est L'été à Mediapart. Non, Oui, mais vous voyez, il y a la lumière qui arrive pile poil au niveau des fenêtres, c'est merveilleux. C'est le deuxième film que j'ai vu au cinéma. Ouais, le deuxième, donc Borgo. Qui est donc sorti, qui est encore en salle, qui est sorti là en 2024. Vas-y, raconte-nous pourquoi il faut aller le voir. C'est super. Ouais. Vas-y, raconte. Alors là, pour le coup, j'ai pas vraiment de doute sur le fait que c'est super. C'est avec Afsia Hersi, déjà, que j'adore, qui est une super actrice. Et pourquoi Borgo, c'est trop bien? C'est tiré d'une histoire vraie qui a eu lieu en Corse et dont le procès se tient actuellement. Et d'ailleurs, il y a un article d'Hélène Constanti sur notre site parce que le procès part un peu en quenouille, comme on dit. Ah oui, j'ai vu. Comme disent les jeunes de Tariq. D'ailleurs, pourquoi tu dis ça? Parce que c'était quoi? Parce que c'était ton birthday. C'était mon anniversaire samedi, merci. Et donc, en fait, c'est l'histoire d'une... Borgo, c'est une prison en Corse. C'est la prison en Corse, qui est à Borgo, sur la commune de Borgo. Et c'est l'histoire d'une matonne qui est arrivée du continent, qui était matonne à Borgo et qui s'est laissée embrigader par la mafia corse jusqu'à servir, je parle tout ça au conditionnel parce que c'est en train d'être jugé, mais en tout cas elle est suspectée d'avoir servi d'appât pour faire la bise à une personne à son arrivée à l'aéroport de Bastia il y a quelques années, pour que cette personne soit reconnaissable par un tueur qui était posté devant l'aéroport et qui a fait un double homicide dans les minutes qui ont suivi. Donc cette affaire est actuellement en cours de procès, de jugement. Et donc il y a ce film qui a été tiré de cette histoire-là. Et ce qui est fascinant, c'est que dans toute l'enquête sur la véritable matonne, qui s'appelle Cathy, je crois. Ouais, Cathy Châtelain. Dans toute l'histoire de la véritable matonne, en fait, elle a expliqué à quel point elle a nourri une fascination pour la mafia corse, jusqu'à lire les livres de Jacques Folloroux sur le sujet, jusqu'à être fascinée par la série Mafiosa. Enfin, vraiment, elle s'est fait le film de A jusqu'à Z. Et c'est devenu une mafiosa. Et en fait, c'est assez. Le film est très juste sur comment, dans une société insulaire où tout le monde se connaît, où finalement tout est un peu fait de non-dits et d'entraide un peu étonnante, comment on peut se laisser embarquer dans le pire, quoi. Et j'ai trouvé ça super. Trop bien. Alors du coup, déjà merci aux gens qui me souhaitent mon anniversaire. C'est la chose que je préfère au monde. C'est un truc de dictateur, quoi. Encore une bougie de souffler. Okay. Ouais. Et 25 ans, oui, presque. J'ai 25 ans et 6 ans, exactement. Je vous mets là l'article, le procès du double assassinat de la mafia corse par Henri. Il est sorti le 26 mai, c'est-à-dire hier. Ah donc, c'est par Henri, d'accord. Moi j'ai dit par en quenouille, c'est un peu la même chose. Ouais, mais non. Voilà. On va s'arrêter là. Ça te va? Ça me va. Est-ce que vous avez encore des questions? Si vous avez encore des questions, merci beaucoup. Et qu'est-ce que je dois annoncer? Moi, personne ne m'a fêté mon anniversaire. Hein, si. Moi, je l'ai dit même en live alors que tu n'étais pas l'invité. J'ai dit c'est le 26 avril. Okay. Envoyez des mails à hélène.salvi@mediapart.fr. Okay. Voilà, c'est dit. Vous pouvez préparer vos mails pour l'année prochaine. Merci à tout le monde. Moi, j'ai eu 25 plus 15, alors merci. Donc, en plus de cet article merveilleux, qu'est-ce que je dois annoncer? Je dois annoncer qu'il y a des émissions spéciales. Demain, avec Valérie Hayé, donc porte-parole de Renaissance. Non, tête de liste. Tête de liste, punaise. Oh là là. Tête de liste. Et c'est moi qui ne dors pas. C'est toi qui vas l'interviewer? Ah, pas du tout. C'est Ilyes Ramdani et Ludovic Lamant. Ludovic Lamant, qu'on salue et qui aurait pu être là ce soir. Ensuite, il y aura... là, on est quoi? Demain, mardi. Donc après, jeudi, il y a la tête de liste Les Écolos ELV. Il faut dire le nom comme ça. Qui s'appelle... Les écologistes, on dit maintenant. Ah bon? C'est plus Europe Écologie Les Verts. Mais ils ont quand même Europe Écologie Les Verts dans le nom. Hein. Non, c'est les écolos ELV. Il me semble qu'ils ont gardé, justement.
Je ne sais pas, Je mais c'est propose toi qui es qu'on la vérifie. chef du... Tu veux qu'on vérifie immédiatement? Non, C'est dangereux mais parce que tu es la chef du truc politique, donc si tu te trompes, après, bon voilà. Ça va. Et par ailleurs, j'aimerais bien qu'il y ait une pétition qui se lance pour que tu ailles en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, et peut-être que tu aurais besoin de soutien émotionnel là-bas, comme ça, assistant. vous dites, vous avez besoin de modération, D'un une Twitch. émission Twitch, vous voulez une émission Twitch en direct de là-bas, ce serait super. J'ai besoin de vacances moi aussi. Tiens, regarde, Et les toi, tu travailles écologistes, et là, un s'appelle Écolo. Voilà, Ouais, tu ouais, avais mais raison. non, Terence, il a pas raison. Surtout, il a pas été cherché vraiment. Je crois qu'il y a toujours les écologistes ELV. Excusez-moi. Non, Moi, je suis quasi sûr de moi. non. Europe Écologie Les Verts. Regarde, les écologistes, Europe Écologie Les Verts. Est-ce que j'ai pas raison? Ok, on va regarder sur le site. Désolé, on n'a jamais autant parlé de ça. Il y a écrit ici le Nous logo. sommes en haut. les écologistes, c'est écrit en gros. Oui, oui. Il n'y a pas marqué nous sommes les écologistes, Europe Écologie Les Verts. Si tu vas regarder le truc du PCF, il y aura écrit nous sommes les communistes, mais le nom c'est Parti communiste français, tu vois. Moi, je veux regarder. Tu veux qu'on regarde les statuts? Non. Bon, voilà, on s'arrête là. Tu soutiens Pardon. Soutiens Macron. Non, c'est pas ça que j'allais dire. Beyoncé ou Lana Del Rey. Non, c'est une blague, on s'arrête là. Mais j'allais dire, donc, la tête de liste ELV, non, les écologistes, point, sera là jeudi. Jeudi. Et Léon Desfontaines. vendredi sera présent pour une émission spéciale, Léon Desfontaines du Parti communiste français. Et c'est tout ce que j'ai annoncé. Non, on peut annoncer qu'il y aura là une série d'articles normalement ce soir. Je pensais qu'il serait déjà apparu, mais il va arriver sur la question des transitions. Si, c'est arrivé. Ah non. J'allais Ah annoncer non. ça aussi, mais sur la question des transitions avec une vidéo qui a été faite, plusieurs articles, parce qu'il y a eu le rassemblement, enfin la manif dimanche et qu'on en a parlé la dernière émission. Et donc là, il y a il y a les articles qui sont arrivés sur le massacre de Gaza, l'impunité d'Israël, Rafah, le carnage de trop, avec une série d'articles. Et il me semble qu'il y a une manifestation, un rassemblement en ce moment même à Paris et dans plusieurs villes de France. On se retrouve la semaine... Attends, il y a des questions, hein, je ne vais pas dire, mais. Oui. C'est qui l'a invité la semaine prochaine. Oui, mais c'est ce que j'allais dire justement. Et Manon Aubry. Manon Manon Aubry, Aubry, on l'a c'est déjà eu. fait, c'était vendredi. On l'a eu vendredi. Donc Tariq a raison apparemment. Merci. Gay right. I'm gay and I'm always right. Paf. En haut, il y a écrit, voilà, Manon Aubry, c'est fait. L'invité de la semaine prochaine, c'est Camille Polony, donc qui traite de la police, justice et de toutes les affaires de violence policière notamment, qui sera là avec Anna. Et Tariq a toujours raison, pas seulement le jour de son anniversaire. Tac, tac, tac. Merci pour les partages de ce soir. C'était vraiment... Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Est-ce que tu as appris des choses, Tariq? Moi, beaucoup, parce que, comme tu le sais, Bref, non, on va pas raconter ma vie. Glucksmann, en fait, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais en fait, on lui a proposé et mais il veut pas être reprogrammé, en fait, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps pour Mediapart. Mais si vous voulez, il est quand même représenté dans Mediapart, car il y a un article qui s'appelle « En Bretagne, Glucksmann renoue avec l'électorat socialiste perdu » de Pauline Graul, qui est paru aujourd'hui, je crois, ou hier, qui parle aussi de sa campagne, parce qu'à Mediapart, on traite de tous les candidats. Hélène ne recommande pas de série. Non, mais alors, Hélène est en train de se refaire les 10 saisons de Friends, donc si vous voulez, vraiment, on est sur de la vieille personne. Je vous conseille pas de des titres, celui qui voulait que celui qui... Tu sais, tous les titres des épisodes comme ça. Tu pourrais faire des titres comme ça. Non, j'ai vu Fiasco. Ah, avec François Civil? Non, c'est pas ça? Oui, avec François Civil et avec Pierre Ninet. Voilà. Moi, on m'a dit où est-ce que François Civil faisait de l'escalade et j'ai envie d'aller camper devant. Mais bon, c'est une autre question. J'ai pas vu Bac Nord et je crois que j'aimerais pas ce film. Mais bon, voilà. On n'a qu'à se dire que c'est terminé parce que sinon on pourrait parler très très longtemps tous les deux. De François Civil. De François Civil et d'autres du cinéma français. Voilà. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Ciao. Merci.